Salam alaikum à tous et à tous. Merci d'être venus. Merci à l'intervenant. On va le laisser se présenter, le frère. Comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas Union Association, un petit rappel rapide, court, concis, efficace. On essaie de faire un mois de live, on essaie d'en faire deux, d'essayer par mois. Aujourd'hui, ce thème est très important, très enrichissant avec quelqu'un qui connaît le sujet. Union Association à l'épaule, chaîne partage, via le fichier pour ceux qui sont intéressés. Et il y a la maraude pour ceux qui veulent venir. Certains sont déjà venus. Vous êtes les bienvenus. Il y a au cas où pour certains qui veulent faire un don, vous êtes les bienvenus. Il y a les événements physiques une fois tous les 3 mois. Donc, on va écouter notre intervenant avec plaisir. Et pour ceux qui auront les questions-réponses, n'hésitez pas, tout est le bienvenu. Ce que je dis, il n'y a que des questions qui ne sont pas posées et non pas de mauvaises questions. Bakalov, je te laisse prendre le relais, très cher frère. Merci à toi. Ah, très bien, merci pour l'introduction. Écoutez, c'est moi comme tout le monde. Merci d'être présent en tout cas. Moi je suis content en tout cas de venir et faire cette conférence, vous présenter en tout cas, parler un peu d'entrepreneuriat, de l'état d'esprit qu'on peut avoir en tant que musulman par rapport à ce sujet. Et moi pour me présenter rapidement, en même temps, alors je vais mettre la vidéo. Ouais, je sais pas si on me voit bien, mais dites. Masha'Allah, on te voit très bien. Ouais, je suis un peu coupé, mais c'est bon. Je trouve que c'est plus sympa s'il y a la vidéo. Et après, je vous partage aussi mon écran. Hop, partager. Ok, ok, nickel. Alors, moi, pour me présenter rapidement, j'aurai l'occasion de revenir sur mon parcours. Eh bien, je m'appelle Daoud. Moi, j'ai 28 ans aujourd'hui et j'habite à Lyon. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur en mécatronique. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, mécatronique, c'est robotique, tout ce qui va être électronique, mécanique, informatique, automatisme. Et donc, c'est assez complet dans l'industrie. Et donc, j'ai travaillé moi sur Paris pendant 2 ans. Donc là, je suis revenu sur Lyon. Et entre-temps, j'ai aussi tenté des projets d'entrepreneuriat. Et c'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure. J'ai fait beaucoup de formations, j'ai travaillé aussi avec des agences, avec des clients. Et notamment, j'ai eu l'occasion d'écrire 2 livres, de faire des rencontres aussi intéressantes. Donc, euh, donc voilà, on va avoir l'occasion de parler de tout ça, Inch'Allah. Et je vais essayer de faire, alors pour vous dire, je vais essayer de faire plutôt autour de 40 minutes de présentation. Comme ça, après, derrière, on aura du temps pour les échanges. Je trouve les échanges, c'est le plus important. Si vous avez des questions. Moi, l'idée, c'est que je vous noie pas dans une masse d'informations, mais surtout qu'on ait un déroulé assez clair et que je puisse vous donner des éléments de réflexion. L'objectif, c'est que vous repartiez avec des clés et que vous puissiez faire d'autres recherches si vous voulez approfondir certains sujets. Et si vous voulez aussi, les questions que vous avez, n'hésitez pas à les poser et donc à les écrire. Et Mehdi, il me les posera à la fin. Et si jamais vous voulez prendre la parole aussi à la fin, vous pouvez, y a pas de souci. Allez, donc bismillah, on commence. Donc l'entrepreneuriat et alors, faut savoir que l'entrepreneuriat, rapidement, c'est attends, je vais d'abord juste vous décrire un peu le programme là pour la présentation. Moi, j'ai prévu 4 thèmes. Le premier, c'est vous parler de qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, un peu qu'on se situe de manière globale pour qu'on sache un peu, qu'on parle de la même chose et qu'on ait vraiment une vision, on va dire, assez globale. J'essaie d'être objectif. Ensuite, moi, je vais vous parler un peu de mon parcours, de ce que j'ai pu faire, réaliser. Et ensuite, la vision aussi, une vision plus éthique et spirituelle, donc qui nous correspond. Et à la fin, voilà, on va dire cinq pas piliers, mais 5 des règles qui peuvent nous suivre en tant qu'entrepreneurs musulmans. Voilà. Donc l'idée ici, l'objectif, c'est de vous montrer qu'il y a une manière d'entreprendre qui peut être alignée avec la foi et aussi en obtenant la baraka et sans jouer avec, on va dire, la hype et le stress du monde moderne, notamment avec les différents modèles qu'on nous propose dans ce monde occidental, dans la société nous qu'on a en Europe en tout cas, modèle de réussite. Donc, pour commencer, quoi l'entrepreneuriat? Alors, hop, voilà. Donc juste avant, je vous ai mis 2 images. Moi, c'est ce qui me venait à l'esprit quand on parlait un peu d'entrepreneuriat. Je disais bon, d'un côté, on travaille beaucoup, on va être fatigué,
et de l'autre, mais on se fait quand même beaucoup d'argent. Moi, j'avais en tête juste l'argent, faire de l'argent et être chef d'entreprise. C'est ça l'entrepreneuriat pour moi. Mais alors, du coup, quand j'ai creusé un petit peu, je me suis plus intéressé. Bah, au final, l'entrepreneuriat, à la base, c'est en fait c'est mener un projet. C'est vraiment entreprendre, prendre les choses en main. Et donc, que ce soit lucratif ou non. Donc, par exemple, Mehdi, avec son association, bah, avec Union Association, il a entrepris. Donc, il a mis un projet en œuvre. Et c'est lui qui lead le projet. Donc, qui fait en sorte que ça avance, qu'il se passe des choses. Et donc, il va être responsable, on va dire chef de projet. Il va être un peu chef de projet. Mais on peut aussi avoir des projets qui sont rémunérateurs. Donc souvent, on pense justement aux entreprises. Et il y a plusieurs modèles d'entreprises qui peuvent être réalisés. Donc l'idée de juste un projet entrepreneurial, bah, c'est résoudre un problème, comme on a dit, que ce soit à travers une association ou une entreprise, que ce soit un problème de mise en relation, un problème de je sais pas, un problème si des personnes n'arrivent pas à remplir leur administration, enfin les papiers administratifs, bah, il y a des services qui se créent pour pouvoir répondre à ce besoin. Par exemple, les taxis, bah, ça répond aux besoins. J'ai besoin d'être amené d'un point A à un point B. J'ai pas forcément la voiture ou je veux pas me garer, je veux pas conduire. Et voilà. Donc on crée une solution, on la propose et les gens achètent. Donc, il y a une question de demande. Et ensuite, voilà, comme on a dit, leadership pour faire avancer le projet. Et donc, souvent, vous allez entendre parler de salariat, entrepreneuriat, et en vrai, c'est deux modèles qui sont différents. Donc, lui, le salarié, en général, il vend ses heures et ses compétences. Aussi, il travaille dans un cadre qui est défini. Donc, il a une mission qui est prédéfinie, il a des limites, il y a une hiérarchie, il a des horaires qui sont fixes, un salaire qui est fixe, et voilà, il vient, il fait son travail, hop, il repart, et quand il rentre chez lui, en dehors des horaires de travail, eh bien, il n'a plus de mission à réaliser, il n'a plus de, on va dire, de travail à faire. Si jamais l'entreprise elle essuie des mauvaises décisions, à moins que l'entreprise soit liquidée, doive fermer, eh bien, il n'a pas à assumer les mauvaises décisions et les conséquences négatives. Aussi, donc, quelque part, il reçoit comme une sécurité en échange justement de la liberté, dans le sens où il a des horaires qui sont fixes, un salaire qui est fixe. Donc ça, c'est un modèle qui convient à certaines personnes, justement, qui ont besoin de cette sécurité. Et moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un mauvais modèle et être salarié, justement, c'est une bonne chose aussi. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise chose. Et à l'inverse, souvent l'entrepreneur, on va dire que lui, il crée de la valeur, il propose des solutions à des problèmes et il vient amener quelque chose, proposer quelque chose, en tout cas, et il n'a pas de cadre défini. Donc lui, ce qu'il va vendre, c'est du résultat et pas du temps. C'est pour ça que parfois, ils peuvent gagner plus d'argent, ils peuvent vendre plus cher, parce qu'en fait, on vend une solution et pas un temps. La solution, si on me vend une solution qui m'enlève une épine dans le pied et qui m'enlève une grande douleur, une grande plus on a une vision un peu globale, moi je veux bien vous parler des différents types de business qui peuvent exister. Alors ça, c'est des business qui ramènent de l'argent. Donc, on va dire le premier, c'est la prestation de service. Alors au niveau de la prestation de service, on va avoir tout ce qui est, moi je parle par exemple pour le digital, comme je travaille dans le digital, eh bien la réalisation d'affiches, de flyers ou de visuels. Pareil, on va avoir par exemple l'écriture, que ce soit l'écriture d'un livre, écriture d'email, écriture de page de vente. On va avoir la création d'un site internet. Mais après, de manière physique, on va avoir par exemple l'aide à domicile, c'est des prestations. Ça va être par exemple le coiffeur, pareil, c'est de la prestation, le coupe des cheveux. Donc ça peut être physique comme digital. Après, on a aussi le e-commerce. Donc ça, c'est la vente de produits de manière générale. Le e-commerce, c'est juste des boutiques en ligne. Mais les magasins, donc c'est le commerce de manière générale. Donc que ce soit au marché, dans les magasins, que ce soit en ligne, de l'import, export, peu importe. Là, on va échanger des produits. Donc on propose par exemple des baskets et il y a quelqu'un qui veut acheter ces baskets. Ensuite, on a le modèle de la formation. Et là, la formation, c'est de l'enseignement. Donc là, on va transmettre nos connaissances. Et ici, on peut le faire. Par exemple, on pense par exemple à l'aide aux devoirs, on pense aux conférences,
Je pense aussi tout simplement aux formations qu'on peut enregistrer et acheter en ligne. Aujourd'hui, c'est vrai que ça se fait beaucoup. Et il peut y avoir aussi des heures de suivi par Zoom, et ainsi de suite. Après, on a aussi des logiciels. Donc là, ça va être, bah, c'est comme une création de site internet, mais de manière plus importante. On va avoir une solution. Euh, Là, je pense par exemple, bon, ça c'est industriel, mais après des logiciels, par exemple, comment ça s'appelle, Telegram, c'est un logiciel, mais il est gratuit. On va avoir un logiciel payant. Ah, par exemple, ChatGPT. Bah, c'est une IA, mais en soi, c'est un logiciel. Donc, il y a un accès gratuit qui est limité. Ensuite, on a un accès payant et ainsi de suite. Pareil, c'est pour Word, PDF, ainsi de suite, c'est pareil. Après, on va avoir un modèle d'affiliation. Modèle d'affiliation, c'est le fait de mettre en avant des produits qui ne sont pas les nôtres et de faire apporteur d'affaires. Donc ça veut dire, exemple très simple, moi j'ouvre un compte dans une banque. Donc là, par exemple, si je prends moi, les banques, alors je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais pour certains, alors j'explique un peu tout parce que je connais pas vraiment votre niveau, c'est vrai, à tous. Donc il y a des banques virtuelles maintenant, donc dématérialisées, comme par exemple Revolut, Boursorama, tout ça. Et par exemple, pour Boursorama, si moi je recommande la banque à une personne et qu'elle s'inscrit grâce au lien que je lui ai partagé, eh bien, comme c'est moi qui l'ai ramené sur la banque, eh bien, ils vont me récompenser. Et il me semble que c'est 50 euros ou 80 euros qu'ils vont me donner à chaque fois que je ramène quelqu'un, enfin, que je leur permets une inscription. Donc ça, c'est de l'affiliation. On met en avant le produit des autres. Donc voilà. Ensuite, on a une dernière partie. Donc ça, c'est pour des personnes qui ont déjà un certain capital, on va dire. Et c'est l'investissement, donc que ce soit sur les marchés financiers ou alors l'immobilier. Donc l'immobilier, pareil, bon, c'est différent. On achète des appartements. Il y a différents modèles. Il y a aussi de la sous-location. Mais en tout cas, ça se fait avec des appartements, des loyers, de l'achat, de la revente. Donc voilà, on a principalement ces 6 types de business qui peuvent exister. Alors, il faut savoir au niveau de la difficulté, la prestation de service, vous avez juste besoin d'avoir des compétences pour pouvoir commencer. Ensuite, vous proposez vos compétences. Voilà. Par exemple, je sais gérer des réseaux sociaux. Vous allez voir une entreprise et lui dire voilà, je peux gérer vos réseaux sociaux, développer votre marque, votre visibilité. Donc, elle accepte, elle en a besoin, elle vous paye pour ça. Le e-commerce, ici, on va avoir besoin quand même d'un, on va avoir besoin d'un capital pour pouvoir commencer, puisque on va devoir quand même se fournir chez le fournisseur, acheter de la marchandise, ensuite l'envoyer. Parfois, on peut avoir des retours aussi, des retours de clients, donc il faut pouvoir les rembourser. On peut avoir dans les livraisons des pertes d'objets, on peut avoir de la casse aussi. Donc voilà, c'est bien d'avoir quand même un matelas financier. Il faut savoir que l'argent que vous allez dépenser, il revient pas tout de suite aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant moi, je m'étais formé au commerce justement, et j'ai vu que avec les solutions de paiement, que ce soit PayPal, Stripe, etc., quand quelqu'un vous achète un produit, vous avez au minimum 7 jours d'attente avant de recevoir l'argent. Voilà. Après la formation, il vous faut juste des connaissances, il vous faut juste de l'expérience et après la partager. Après, pour ce qui est des logiciels, là, vous avez besoin de compétences quand même techniques pour pouvoir le mettre en œuvre et ensuite aller le vendre. Au niveau de l'affiliation, ici, vous avez juste besoin d'une communauté et de visibilité. Ensuite, investissement immobilier, vous avez besoin d'un capital. Et plus le capital est grand, plus c'est, on va dire, rentable rapidement. Rentable rapidement, on en reparlera tout à l'heure, mais ça fait quand même quelques mois, quelques années avant. Donc voilà pour ce qui est des différents types de business. Et juste une chose dont je voulais parler, c'était alors sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup en ce moment le mythe du business facile et passif. Donc on vous vend des business qui sont passifs, automatisés, sans effort. Donc voilà, investissez 2000 euros et vous allez en 3 mois récupérer 10 000 euros, ce qui est impossible. Dès qu'il n'y a pas d'effort, c'est à fuir parce que il y a toujours un travail à fournir.
un travail à fournir avant de pouvoir récupérer justement de l'argent. Et en général, si vous regardez des entrepreneurs, euh, on va dire par exemple Amazon, le patron d'Amazon, Jeff Bezos, aujourd'hui, il peut dire qu'il a un revenu passif. Parce que lui, aujourd'hui, dans son entreprise, il fait un peu d'acte de présence, c'est lui là, on va dire, auprès des médias, du grand public, c'est lui la figure de l'entreprise. Donc, il fait des apparitions, il fait des interviews, il regarde un petit peu. Mais aujourd'hui, eh bien, s'il décide d'arrêter de travailler du jour au lendemain, l'entreprise elle continue à tourner, l'argent continue à rentrer, et donc il peut totalement s'arrêter. Mais avant d'arriver à ce moment-là, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas en général, c'est que il y a des années quand même avant, il y a des années de travail. Jeff Bezos, voilà, il a dû travailler quand même une vingtaine d'années avant de pouvoir vraiment déléguer son processus. Et souvent, des personnes qui ont quand même, enfin, quand ils vous parleront, ils vont dire voilà, j'ai plusieurs appartements en immobilier, ça me rapporte, je sais pas, 6 000 € par mois. Eh ben, avant d'avoir ces 6 000 € par mois, avec ses plusieurs appartements, il a dû commencer à zéro. Il a dû acheter des appartements, il a dû louer, revendre, ainsi de suite. Et il a eu des galères, il a perdu, et il dit jamais combien de temps ça lui a pris réellement. Ça peut lui prendre 5 ans, ça peut lui prendre 20 ans, ça dépendait s'il avait déjà un capital de base, s'il a eu un héritage, par exemple, une maison qu'on lui a léguée. Ça dépend de plusieurs facteurs quand même. Et justement, comme ça dépend de plusieurs facteurs, eh bien, au départ, enfin, on part pas tous de la même, on n'a pas tous les mêmes conditions de départ, en fait. Certains, comme je vous dis, vont partir avec un héritage, certains vont partir avec un capital financier de 5 000 €, 10 000 €, 80 000 €. Certains vont aussi partir avec une équipe, donc ils sont déjà entourés, ils ont déjà des personnes à qui ils peuvent déléguer. Certains vont devoir se débrouiller tout seuls, ils connaissent rien, ils n'ont pas de capital de départ, donc ils vont devoir apprendre les choses, ils vont devoir économiser, essayer de générer de l'argent. Et on a d'autres personnes qui, eux, on va leur léguer par exemple une entreprise. Donc au niveau de la ligne de départ, on n'est pas tous égaux. Et, lorsqu'on va dire dans la vie, on prend cette ligne de départ avec nos ressources de base, on va faire tout un chemin et arriver à la fin du chemin, eh bien, on va franchir la ligne d'arrivée. Et sur notre ligne d'arrivée, eh bien, on peut arriver au même endroit ou arriver à des endroits différents. Je m'explique. Si on prend, comme dans l'entrepreneuriat, on va prendre quelqu'un, enfin, sur la ligne d'arrivée, une personne qui est devenue, on va dire qui est devenue millionnaire. Elle est devenue millionnaire sur la ligne d'arrivée. Eh bien, au départ, peut-être que voilà, pourquoi il est millionnaire? Parce que il a hérité de la fortune de ses parents. Hop, millionnaire quand même. Quelqu'un qui était à zéro, par exemple comme Mohamed Altrad, qui a fait une entreprise qui vend des échafaudages, etc. Ou Jeff Bezos, qui est parti de bas aussi. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils se sont montés, ils ont escaladé jusqu'à millionnaire. Les personnes qui finissent aussi, bah, je prends l'autre, allez, on va prendre un extrême. Des personnes qui peuvent finir à la rue aussi. Parfois, c'est des personnes qui ont commencé aussi dans des situations un peu difficiles. Voilà, ils ont ils ont eu leur diplôme, ils n'ont pas eu leur diplôme, hop, et ils ont eu des galères dans la vie et ils sont arrivés, hop, ils ont fini à la rue. Il y a des personnes qui ont commencé à millionnaires, pareil, et ils ont eu les péripéties de la vie et hop, ils sont arrivés aussi à finir à la rue. Donc ça peut arriver à n'importe qui. Donc pour dire, avec peu importe nos conditions de départ, eh bien le plus important c'est le chemin pour arriver, pour chercher en tout cas à obtenir des conditions finales. Et on le verra, nous notre responsabilité, c'est vraiment de juste parcourir le chemin, de faire le maximum, parce que le résultat, en tout cas, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui décide si il nous donne pas, il nous ouvre des portes ou non. Et nous, notre responsabilité, c'est vraiment passer à l'action, faire des actions, mais il faut avoir un objectif en tête. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie un peu entrepreneuriat, pour en parler. Maintenant, je parle un peu plus de mon parcours. Alors, donc moi, comme je vous ai dit, j'ai eu un parcours, j'ai fait des études d'ingénieur. Après, j'ai été diplômé. Et pendant ces études d'ingénieur,
moi, je me suis renseigné parce que le milieu de l'entrepreneuriat, ça m'intéressait beaucoup. Et ah oui, dans mon parcours. Donc, au début, j'étais étudiant. Ouais, ben c'est ça. En tant qu'étudiant, l'entrepreneuriat, ça m'a intéressé. Je suis tombé dessus notamment sur YouTube. J'ai vu pas mal de vidéos. Et au début, c'était beaucoup de e-commerce, des vidéos de e-commerce, des vidéos de personnes qui disaient voilà, forme-toi, lance. T'as pas besoin de beaucoup de capital. Tu peux le faire avec 2 heures de travail par jour, ça suffit. Tu peux gagner tes premiers milliers d'euros. Ensuite, tu vas pouvoir scaler, développer. Tu vas pouvoir aller chercher le million. Donc, moi, étudiant, quand j'ai regardé ces vidéos, j'ai écouté des entrepreneurs qui disaient, mais tout est possible, il suffit de le visualiser, il suffit de le concevoir, il suffit de travailler. Eh bien, je me suis dit, c'est parfait, je vais avoir plein d'argent et je vais devenir un millionnaire. Donc ça, c'était mon premier objectif et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc au début, moi, je me suis formé au e-commerce. Parce que du coup, le e-commerce, ce que je me suis dit, c'est, écoute, c'est simple. Les gens, donc ça, c'était en 2019, un an avant le Covid. 2019, je me suis dit, bah, c'est facile. Les gens, ils ont de l'argent à dépenser. Moi, je vais choisir un produit, je vais faire de la publicité, et plutôt qu'ils achètent chez les autres, eh bien, ils vont acheter chez moi. Ça va me faire de l'argent. Et je le voyais comme un moyen simple, en tout cas, facile de gagner de l'argent. Et je me suis dit, bah, après, je vais lancer une marque. Donc je me suis renseigné un peu. J'ai acheté une formation en ligne justement pour pouvoir apprendre justement bah, à lancer ma boutique, à gérer les fournisseurs et tout ça. Et donc c'était du dropshipping à l'époque que j'avais acheté. Et quand j'ai acheté la formation, après j'ai commencé à la suivre, tac, tac, et je me suis rendu compte que le discours de vente qu'ils avaient au début, eh bien, c'était pas, ils m'ont pas tout dit, ils m'ont pas tout expliqué de manière claire. Pourquoi? Parce que finalement, en regardant la formation, j'ai vu que c'était beaucoup plus complexe que ce qui était présenté. Ce qu'ils nous présentaient, c'était un modèle simple, c'était, voilà, euh, vous allez créer un site internet, vous allez mettre des images d'un produit, qui est disponible sur AliExpress. Une personne va être intéressée, va acheter sur votre site. Ensuite, vous allez faire la commande sur AliExpress en l'envoyant chez elle et vous récoltez votre argent. Alors finalement, c'était plus complexe que ça. Pourquoi? Parce que déjà, euh, sur AliExpress, les produits pouvaient être en rupture de stock parfois. Les prix pouvaient fluctuer un petit peu et parfois certains fournisseurs eh bien tout simplement changer leur catalogue s'ils avaient un produit qui pour eux ne fonctionnait pas. Et deux, fallait aussi tester la qualité. Et surtout, les délais d'envoi étaient vraiment très longs. Donc, j'avais découvert ça. Deuxième chose, surtout, c'était que démarrer avec un capital de 500 euros, c'était peut-être pas assez, puisque à chaque fois que je devais acheter les produits, eh bien, je devais attendre environ 7 à 10 jours avant de recevoir l'argent. Donc, je devais avancer l'argent. Donc ça m'avait refroidi un petit peu, je me rappelle. Et ensuite, je me suis dit, bah écoute, pour euh, pour que ce soit plus facile et pas payer la publicité, je vais me mettre sur eBay. Donc j'ai fait du dropshipping sur eBay. Donc pour vous dire, je prenais un produit d'Amazon, je le vendais sur eBay à 3 à 4 euros de plus. Et et ensuite, à chaque fois que j'avais une vente sur eBay, bah, j'allais sur Amazon et je commandais avec le Prime, hop, je commandais le produit et pouf, ça l'a envoyé justement chez la personne qui a acheté à eBay. Et j'avoue, quand je l'ai fait, bon, j'ai vendu quelques piscines, quelques pistolets à eau c'était avant l'été. Mais moi, personnellement, ça me travaillait un petit peu dans le sens où je me posais des questions, voilà, sur l'éthique. Et je me disais, bon, déjà, les produits AliExpress, c'est la qualité, c'était pas ça. Je voulais pas vendre un produit de mauvaise qualité. Et deux, je voulais pas juste vendre un produit pour vendre un produit. Donc, mon plan de juste faire de l'argent pour faire de l'argent est tombé à l'eau. Et j'ai commencé à me poser des questions justement sur les valeurs, l'éthique, sur vraiment qu'est-ce que je veux faire et comment je veux le faire surtout. Et le fait de vendre des produits d'Amazon sur eBay, voilà, je trouvais pas ça non plus très éthique. Donc, j'ai arrêté assez rapidement. Et j'ai décidé justement de me former sur l'entrepreneuriat et d'essayer de comprendre l'écosystème en fait. Comment fonctionne l'écosystème, quels sont les différents types de business que je peux faire, quelles sont les conditions à l'entrée, quel est le travail à fournir.
Parce que par exemple, l'e-commerce, on nous dit c'est juste la vente de produits, mais voilà, faut gérer le site internet, faut faire des publicités, faut gérer le budget, ensuite faut gérer les fournisseurs, faut gérer le service après-vente aussi. Donc les demandes des clients, les demandes de remboursement des clients, un client qui nous dit qu'il n'a pas reçu sa livraison, tout ça, faut le gérer, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc c'est pas quelque chose que les formateurs nous mettent en avant de vendre leur formation. Et, euh, et donc voilà pour le e-commerce. Donc là, je tourne la page du e-commerce. En plus, ça tombe bien avec le Covid, c'était difficile d'être fourni. Donc en 2020, là, je prends un moment juste pour me renseigner un peu sur ce qui existe. Les prestations de services, les différents formateurs, quelles sont les différentes plateformes qui existent, les compétences à avoir, ainsi de suite. Moi, je suis tombé sur Marketing Mania et c'est Marketing Mania de Stan Leloup. Donc Marketing Mania, c'est une chaîne YouTube qui parle beaucoup de marketing et moi, ça m'a beaucoup intéressé. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu à regarder son contenu, à chercher finalement quel modèle moi me conviendrait le mieux personnellement. Et je suis parti sur de la prestation de service puisque je me suis dit que c'était moi, j'avais pas de risque, j'avais pas d'investissement à faire au début, j'avais juste des compétences à avoir et ensuite proposer mes services aux, aux entreprises. Donc une fois que j'ai été diplômé de l'école d'ingénieur, bon, c'est un peu le chaos, mais juste pour vous dire, donc pendant l'école d'ingénieur, j'ai découvert l'entrepreneuriat, je me suis formé au commerce, après j'ai arrêté, surtout après pendant le Covid, et ensuite j'ai terminé mon école d'ingénieur en 2021, et là je me suis formé au copywriting. Donc dans le marketing, et le copywriting, c'est quoi? C'est tout simplement l'art d'écrire de façon persuasive. Donc, écrire n'importe quel texte afin de faire passer les gens à l'action. Donc là, on peut avoir l'écriture d'email, l'écriture de pages de vente, l'écriture de publicité. Vous voyez toutes les publicités que vous voyez sur YouTube, par exemple, eh bien, ou sur Instagram, les scripts de ces publicités, eh bien, sont écrits par des copywriters, justement. Donc, je me suis formé moi sur ce métier. Ça regroupait un peu tout ce qui était psychologie, sciences du comportement, aussi organisation, transmission d'informations. C'est tout ce que moi j'aimais personnellement. J'ai essayé de regrouper tous mes intérêts et je me suis formé et j'ai voulu me lancer. Donc, après ma formation qui a duré 3 mois, j'ai commencé à essayer de faire du contenu, à commencer à démarcher des entreprises. Et c'est vrai que c'est une période où c'était un peu difficile dans le sens où une chose dont on ne nous prépare pas, c'est lorsqu'on a un projet, on veut le porter, l'avancer, eh bien, euh, le projet, on est le seul à porter le projet. Dans le sens où moi, par mon activité de freelance en copywriting, mon activité de freelance, eh bien, pour qu'elle avance, c'est moi qui dois travailler dessus. Je dois travailler dedans, je dois faire de la prospection, aller chercher des contrats. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas appris du tout. Et le fait de devoir me mettre en avant, d'aller chercher les gens, c'était quelque chose qui était compliqué pour moi. Parce que du coup, moi, je voulais pas déranger. Je voulais, j'avais du mal aussi sur les prix. Parce que je voulais être sûr de pouvoir apporter un résultat. Donc, j'étais porté vraiment un résultat. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est... Et troisièmement aussi, c'est vrai que au niveau de l'entourage, c'était un peu difficile dans le sens où, moi, par exemple, autour de moi, j'avais pas d'entrepreneur. Donc, le fait de commencer, forcément, pour ceux qui sont autour de moi, que ce soit de la famille, des amis, c'est un peu nouveau, donc ça va, ils s'intéressent. Mais après, voilà, ils comprennent pas toujours. Ils essaient de me pousser un peu vers, toujours vers un poste d'ingénieur. Donc, mais c'est normal, je le comprends. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. C'est une bonne chose, on aura l'occasion d'y revenir sur l'entourage. Mais donc voilà. C'est juste pour dire qu'on ressent une forme de solitude. Et aussi, ça nous permet de travailler sur nous. Donc moi, quand je me lance dans le copy, je veux créer une agence. Je me dis voilà, là je suis tout seul, c'est dur. Euh, Est-ce que dans la promo qui s'est formée avec moi, il y a des personnes qui veulent lancer une agence à plusieurs? Donc il y a 2 personnes qui voulaient lancer une agence. Donc j'ai voulu la lancer avec eux. Donc pendant 8 mois j'ai travaillé avec eux, mais finalement ça a pas abouti. Et pourquoi ça a pas abouti?
Euh, bon, c'était surtout, on a vu une différence de vision. Et après, c'est vrai que les personnes avec qui je voulais travailler, elles avaient une vie déjà assez prise et et c'était le projet en tout cas d'agence, c'était pas leur priorité. Donc là, moi, j'ai appris déjà que la comment dire, j'ai appris que la vie perso et la vie pro, eh bien, quand on a un projet d'entrepreneuriat, les limites elles sont fines en fait, et c'est à nous de les définir. Et la vie personnelle, elle va venir influencer aussi la vie perso, la vie pro, excusez-moi, le projet entrepreneurial. Si j'ai des problèmes, j'ai beaucoup de charge mentale, je dois gérer des soucis, tout ça, euh, eh bien, ça va être compliqué derrière moi de prendre les bonnes décisions pour mon projet, ça va être d'être disponible pour mon projet et d'être agréable dans toutes mes relations. Donc ça va être compliqué. Si je suis, voilà, par exemple, si j'ai une maladie si je tombe malade plutôt, ça m'affaiblit physiquement et je dois rester, pardon, je dois me reposer. Bah, c'est du temps pendant lequel bah, le business il va pas tourner puisque bah, je dois me reposer. Donc je suis plus disponible, je le fais plus tourner et donc ça c'est une chose que j'ai apprise. Voilà, on est, c'est, en gros c'est nous qui faisons avancer notre projet. Donc moi au niveau du copywriting, après j'ai arrêté et j'ai continué tout seul de mon côté. Donc j'ai pu avoir deux prestations à faire avec des entreprises. Donc c'était des écritures d'email principalement. Ensuite j'ai rencontré un entrepreneur qui est coach de prise de parole en public. Donc j'ai fait avec lui des newsletters et on a écrit un livre ensemble qui devrait sortir en 2026, Inch'Allah. Et donc c'est vraiment, enfin c'est un entrepreneur lui qui n'aime pas écrire. Donc voilà, il a besoin de quelqu'un pour pouvoir écrire, pour avoir du contenu. Donc voilà, là je réponds à une demande. Et, euh, et donc c'était une bonne expérience, en tout cas l'écriture du livre. Alors, on devrait écrire un deuxième prochainement. Et euh, cette écriture de livre, elle m'a permis aussi de rencontrer justement un deuxième entrepreneur qui lui aujourd'hui habite à Tanger. Donc il s'appelle Fouad Esbiri. Donc il est alors, lui, dans son parcours, il a fait des arts martiaux, donc il est champion de kickboxing et champion de MMA au niveau mondial. Et ensuite, il s'est formé à tout ce qui était préparation physique, euh, coaching mental avec neurosciences, TCC, et ainsi de suite. Donc, il a coaché notamment des grands sportifs comme Karim Benzema, Cédric Doumbé et d'autres. Et donc, avec lui, on m'a mis en relation avec lui. Donc, je l'ai rencontré, tu vois, on a matché. Et ensuite, on a écrit un livre. Et par la suite, donc, il a bien aimé en tout cas le travail, la collaboration, et moi aussi. Et on a continué à travailler ensemble sur un autre projet, qui est un projet de formation au niveau donc de créer une académie et donc de formation sur tout ce qui va être coaching état d'esprit, mindset, atteindre ses objectifs sur la base de justement neurosciences, thérapie cognitivo-comportementale, psychologie du comportement et, euh, et autres. Donc pourquoi? Pour vous dire quoi? Que en fait les rencontres que l'on fait, eh bien ça nous amène à des opportunités petit à petit. Après c'est à nous de les accepter ou de les refuser. Et c'est vrai que l'année dernière, par exemple, moi j'avais travaillé avec une agence de marketing digital, une agence qui faisait de la publicité principalement. Donc leur objectif c'était d'avoir des entreprises. Par exemple, on avait une agence immobilière à Marrakech qui voulait vendre des projets, donc vendre des villas et des appartements. Eh bien, on a écrit, enfin moi j'ai écrit des scripts publicitaires pour eux. Ensuite, eux ils les ont tournés et après on s'est occupé de la mise en page enfin de la mise en ligne et des campagnes publicitaires. On s'est occupé de tout ça. Et donc, c'était la prestation principale qu'on réalisait. Donc, euh, de, j'ai travaillé, il me semble, 7 mois avec cette agence. Et j'ai arrêté l'année dernière. Donc, pourquoi j'ai arrêté? Parce que moi, j'étais plus, on va dire, aligné avec certains projets qu'ils voulaient réaliser. Donc, principalement, on avait des clients qui étaient, pour la plupart, musulmans. Après, on avait d'autres clients aussi, donc qui étaient athées. Et à un moment donné, voilà, on a pris une agence immobilière qui, elle, dans ses publicités, dans ses vidéos, son contenu, elle faisait la promotion de ce qui, de tout.
Pas tout ce qui est crédit, euh, achat en plusieurs fois, etc. Enfin, quand je dis achat plusieurs fois, c'est achat à crédit. Et ça, c'est quelque chose que moi, je voulais pas mettre en avant, pour le coup. Je voulais pas écrire dessus. C'est pas une méthodologie que je veux mettre en avant. Pareil, il disait, voilà, si vous voulez vraiment trouver une solution, si vous voulez sortir de votre situation, bah, un financement, si vous n'avez pas les finances aujourd'hui, un financement, ça se trouve. Emprunter de l'argent chez vos parents, chez vos amis, euh, vendez, je sais pas, vendez des bureaux dans votre maison, vendez, peu importe, essayez de trouver des solutions. Alors que parfois, bah voilà, lorsqu'on n'a pas l'argent, c'est parce que, voilà, soit c'est pas le bon timing, soit c'est parce que c'est pas la priorité financière actuellement. Après, s'endetter, c'est pas toujours c'est pas toujours la bonne solution, parce que euh, souvent, on va nous, comment dire, on va nous mettre en avant seulement les personnes qui ont réussi, alors qu'en réalité, bah, il y a beaucoup de personnes qui ont échoué aussi et qui sont trouvées dans des galères parfois, lorsque voilà, ils étaient trop endettés, par exemple. Donc, le copywriting, personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, quand j'ai arrêté de travailler avec l'agence de marketing digital, eh bien, j'ai décidé d'arrêter aussi les prestations de copie. C'est une compétence que je vais pouvoir réutiliser dans mes différents projets. Mais c'est pas quelque chose que je veux faire, continuer à faire, juste de l'écriture pure. Et donc ça m'amène pour le projet justement d'académie que j'avais avec cet entrepreneur, Fouad. Et l'idée, bah, c'est de me former et de faire justement plutôt du coaching, des conférences, des ateliers dans un futur proche. Voilà l'idée. Et voilà. Donc à travers ce parcours, c'est vrai que je me suis étalé un petit peu, mais l'idée, c'est de retenir que euh, enfin, en tout cas, quand on veut entreprendre un projet, quand on veut se lancer, on n'est pas obligé d'être totalement à son compte, enfin, on n'est pas obligé d'être, j'allais dire, à 100% dedans, niveau temporel. Ce que je veux dire, c'est ne pas avoir d'emploi et pas commencer à côté de son emploi. On peut commencer à côté de son emploi. Moi, je sais, par exemple, les livres, quand je les ai écrits, bah, j'étais en poste d'ingénieur, par exemple. Euh, et, euh, et voilà. Donc, sur ce côté-là, et après, moi, ce que je conseille parfois, c'est les personnes. Voilà. Moi, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est, bah, je cherche un poste d'ingénieur. Donc, je reviens sur un poste d'ingénieur. Et à côté de ça, bah, je vais développer mon activité. Et pour moi, je le fais parce que, un, ça me permet d'avoir bah, une source de revenus, ça me permet d'avoir des finances, de pouvoir aussi bah, payer des outils, pouvoir déléguer aussi à des prestataires si je veux faire des choses. Ça me permet aussi d'avoir une petite sécurité, de mettre de l'argent de côté que je peux investir plus tard, que je vais pouvoir utiliser aussi eh bien, je veux dire pour les projets à venir. Par exemple, personnellement, comme j'ai un projet de mariage, eh bien, je vais avoir besoin bah, de finances pour pouvoir commencer la vie maritale, pour pouvoir aussi eh bien subvenir aux besoins de ma famille. Donc voilà. Et ensuite, ça enlève aussi la pression financière. Donc on peut, comme ça, on peut développer un projet sans avoir cette pression financière sur les épaules. En tout cas, dans les débuts. Pourquoi? Parce que bah c'est dur. On peut avoir plusieurs galères et et c'est pas toujours évident d'avoir une activité qui est solide, qui est stable, avec bah, des clients qui sont récurrents, avec une stratégie qui fonctionne bien. On doit essayer pas mal de choses après échouer. Donc moi, avec le retour, voilà. Enfin avec l'expérience, c'est ce que je fais, ce que je peux conseiller à certains. Et et parfois, on peut avoir aussi un discours. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit aussi, mais d'autres des formateurs qui peuvent dire ben en fait, il faut que tu te mettes dans la galère, tu te mets dans l'urgence, dans la zone rouge, tu te mets en danger pour pouvoir te dire, voilà, je dois me bouger, je suis obligé d'avoir des résultats, je dois aller chercher cet argent, je dois aller chercher euh, bah, des finances, je dois réussir. Et moi, je dis, enfin, personnellement, je trouve pas que c'est une bonne solution parce que se mettre dans le rouge, se mettre en danger, ok, il y a une sorte de pression, on se met dans une situation où on est obligé de faire les choses, mais le fait d'être obligé de faire les choses, bah, parfois,
ça peut bloquer certains euh, et pas les mettre en action. Ça peut mettre dans la difficulté certains nous-mêmes déjà, aussi nos proches, et on n'a jamais la garantie que ça va nous aider justement à sortir de nos situations ou à réussir. Parce que finalement, le résultat, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous, on doit juste faire les efforts. Et lorsque on fait les choses, en tout cas en islam, on apprend qu'on doit prendre nos précautions, on doit se préparer avant de lancer quelque chose et de se mettre en mouvement, de lancer un projet. Comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a émigré de la Mecque jusqu'à Médine, eh bien, il n'a pas émigré, tout droit. Avant de commencer, avant, il s'est caché d'abord dans les montagnes. Il a payé un guide qui était non musulman, le meilleur guide de la région. Il a demandé à un compagnon de passer avec son troupeau pour pouvoir effacer les traces du prophète et de Abu Bakr. Donc il a pris, donc ils ont fait un grand détour. Et ils ont pris leurs précautions. Et on nous apprend, voilà, qu'il y a, pareil, un compagnon qui demandait au prophète sallam, et il lui a dit, par rapport à sa chamelle, et il dit, voilà, je peux laisser ma chamelle et juste partir. Et voilà. Et alors le prophète lui dit, voilà, non, attache ta chamelle, en gros, fais les causes, fais ce que tu dois faire pour qu'elle soit en sécurité. Donc tu l'attaches, et ensuite tu t'en vas et tu laisses sa sécurité à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà. Je me permets Dis-moi, d'intervenir. Tu as une dis-moi. petite question de quelqu'un qui veut prendre la Ouais, parole. On t'a donné le micro, le vas-y. frère. Bismillah. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah, mon frère Daoud et tout le monde. Très intéressant de t'écouter et j'ai plusieurs interrogations. Tu as parlé de copywriter et je me Ouais. posais la question avec l'arrivée de l'IA parce qu'actuellement je veux avoir cet outil-là pour m'en servir dans des domaines que j'aimerais développer et je me dis que copywriter, est-ce que c'est pas un métier qui est voué un peu, pas à disparaître parce qu'il y aura toujours besoin d'intellect, mais est-ce que c'est un métier où finalement il n'est pas très pertinent de se lancer à fond là-dedans, quoi, puisqu'il y a une IA qui arrive, même si on a toujours besoin de d'esprit humain en fait. Mm. Et ça, et aussi quand tu as parlé d'accompagnement, parce qu'actuellement je suis à Pôle Emploi et j'ai mis le souhait de faire de l'accompagnement sportif. Bon, moi, mon Mm. domaine, c'est le foot, mais j'oublie Ok. pas les autres sports parce qu'un sportif est un sportif. Après, le foot parce que j'en ai pratiqué pendant longtemps. Et, Mm. tu sais, on me demande de faire une immersion en fait, pour gagner du temps et pour avoir quelques outils comment on appelle ça? Des outils qui vont me permettre de gagner du temps. Et je pensais, est-ce que c'est possible de me mettre en relation soit avec toi, qui a une expérience, soit avec ton ami Fouad. euh, Ça peut être une semaine, ça peut être 3 jours, ça peut être 4 jours, peu importe, c'est au bon vouloir de celui qui me reçoit, afin que je vois un peu le job, comment il en est, les avantages, les inconvénients, et, euh, et apprendre plus rapidement que, bon, c'est pas une formation que je demande, mais en fait, j'ai besoin de ça parce que je me forme en neurosciences et en théorie polyvagale, et je me forme aussi en orthomoléculaire, c'est la connaissance des acides aminés et des vitamines qui Mm. prennent une place importante, avec un médecin algérien justement. Et voilà, j'ai des compétences un petit peu en médecine chinoise. Donc voilà, j'ai pas mal Ok. de trucs et j'aimerais bien, étant un ancien footeux, je me dis, en fait, j'ai un projet, c'est bon après Allah, voilà, mais c'est de m'adresser aux footballeurs parce qu'ils ont des moyens assez élevés et avec ça, Mm. pourquoi pas mettre en place une espèce de clinique qui vont recevoir les plus vulnérables et les plus nécessiteux, tu vois, et faire ça dans un pays bon qui n'ont pas trop les moyens. C'est ça. En fait, j'ai l'envie de faire ça et voilà. Et je me disais voilà, pourquoi pas, quand tu as parlé d'accompagnement, je me dis pourquoi pas poser la question au frère Daoud, quoi. Ok. Ah, barakallahu fik, en tout cas pour ton intervention à la question. Il fait comme ça. Euh, je commence déjà par l'IA. Ouais. Par rapport au copywriting, c'est vrai que l'IA, je n'en ai pas parlé, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'arrête. Hum, L'IA, justement, elle vient et elle va t'écrire de super textes, tu vois. mhm, Après, c'est vrai qu'un copywriter, lui, comme il est formé à l'écriture des textes, aux différentes structures, hum, aussi aux biais un peu psychologiques, eh hum. bien, il va mieux utiliser l'IA, tu vois, pour Ah réaliser les oui, textes.
Parce que moi, par exemple, je l'ai utilisé l'IA quand je travaillais avec l'agence de marketing digital et, euh, et juste je la guidais. Je la guidais bien. Et Mhm. quand elle me donnait un texte, bah, il était déjà bien. Mais après, tu vois, je le façonnais un petit peu, je le modifiais un peu pour Mhm. être un peu plus précis et personnalisé. Mhm. Mais en tout cas, c'est, si t'as pas besoin d'un travail qui est vraiment précis, minutieux sur une page de vente, par exemple, ben, l'IA suffit largement. Il fait un très bon D'accord. travail. Par Ah, exemple, d'accord. Claude IA pour l'écriture, c'est le top. Mhm. Et il remplace doucement, en tout cas, les mauvais copywriters ou ceux qui n'avaient pas un bon niveau, eux, ils sont remplacés tout de suite. Ah oui. Ouais. Maintenant, ceux qui ont un bon niveau, euh, maintenant, c'est juste le public, tu vois. Par exemple, un entrepreneur qui est tout seul, par exemple, toi qui va porter ton projet au début, bah, t'as pas les moyens pour payer un copywriter, Mhm. déjà. Et après, deux, bah, tu vas pouvoir t'en sortir longtemps avec l'IA. Mhm. Mais à un moment donné, tu vas arriver et à un moment donné, quand tu vas grandir, tu vas arriver à un moment où tu n'as plus le temps, en fait, de t'occuper des écrits. Et au moment où tu n'as plus le temps, toi, de t'occuper des écrits, bah, tu vas devoir déléguer. Et c'est le Mhm. moment où tu crées une équipe. Et donc, c'est soit tu crées une équipe et tu délègues, et c'est comme ça que tu vas pouvoir aussi, bah, toi, te décharger un peu de responsabilité, te libérer du temps et grandir. Mhm. Ou alors, eh bien, tu vas plafonner, tu vois, parce que ton temps, il n'est pas infini. Exact. Et donc, tu vas devoir plafonner. Et c'est le moment, justement, où tu grandis, tu n'as plus le temps. Et là, tu veux déléguer à quelqu'un qui fait un travail de qualité. Bah, là, tu vas déléguer à un copywriter. Mhm. Mhm. Ok, super. Et voilà, c'est moins intéressant. Et après, pour ta question, justement, pour ton projet qui est de faire de l'accompagnement dans le foot, Mhm. eh bien ça, si tu vois, on pourra en reparler, Mhm. on pourra en reparler un peu plus en détail. Mhm. Et après, juste, parce que pour voir si moi je peux trouver et t'aider justement à trouver, on va dire, une immersion, Ouais. c'est savoir toi dans quelle ville tu es et après, est-ce que c'est une immersion dans le foot que tu cherches ou juste dans l'accompagnement de personnes? Ah, moi, c'est dans le Je veux dire, sport. suivre un Ah, entraîneur, une préparation comment? physique. Et c'est pour suivre une préparation physique, un entraîneur. Non, en fait, Alors, je pense pas l'entraînement physique parce que j'ai pas passé les diplômes pour ça. ouais. Mais quoi, les diplômes ou la formation, moi, c'est plus Hmm. pour l'accompagnement au niveau du mental, plus mental et aussi physiologique, parce que j'ai appris qu'avec l'orthomoléculaire, on peut Hmm. vachement. Déjà, je pense que c'est la base de faire un bilan, et ça, je sais le faire. Ça, je sais le faire, je suis capable de faire et de faire l'accompagnement là-dedans dans l'orthomoléculaire, c'est-à-dire les acides aminés, vitamines et oligo-éléments. Voilà, et je pense que c'est un très bon levier que beaucoup oublient. Et donc voilà. Et après, la théorie polyvagale, c'est une branche des neurosciences par Stephen Porges, qui permet aussi de, et ça on l'oublie parfois, c'est que chacun a vécu des traumas plus ou moins élevés. Hein. On n'est pas obligé de Ouais, revenir de guerre sûr. du Vietnam, quoi. Ouais. Mais et voilà. Et ça, et pourquoi on s'en rend compte, c'est que parfois certaines choses se répètent. Et ça arrive aussi dans le milieu professionnel, sportif, dans les blessures Hmm. par exemple. On dit souvent, tiens, problème de blessure récurrente, tiens, pourquoi? Peut-être c'est son corps, comme Abu Dhabi, on pensait souvent c'était son corps. Mais je pense que derrière, il y a le neuro-émotionnel qui joue ça, qui a joué aussi pour lui un exemple, parce que c'est celui qui a été vraiment très impacté par les blessures, là, échappé. Et, euh, et voilà, moi, c'est plus d'abord, dans un premier temps, euh, bien sûr, le football, parce que je le connais par rapport à d'autres sports. Donc, pour moi, je vais gagner du temps dans la compréhension, dans mes appétences, dans mes connaissances. Mais voilà, après, je me ferme pas s'il y a la possibilité de faire une immersion dans un autre domaine sportif, ça va m'aider. Mais c'est vrai que l'idéal pour moi, c'est le foot, c'est celui que je connais le mieux, quoi. Ok. Bah écoute, tu vois, on pourra en reparler en Ouais, privé avec pour parler plaisir. plus de mon projet, si tu veux. Ouais, avec Et plaisir. moi, de mon côté, je vais regarder. Fouad, je sais qu'aujourd'hui, il fait plutôt du coaching de cadre, tu vois, Mhm, entreprise, tout ça. mhm, Donc, et il est au Maroc, tu vois, donc mhm. il est pas, il est plus ici. Et après, moi, de mon côté, actuellement, tu vois, je Mhm. me forme et je commence à coacher plutôt des amis, tu vois, des personnes que Ouais, je ouais, connais ouais. autour de moi. Et Donc, bah, c'est ce qu'on m'avait conseillé. On m'avait dit pour débuter,
j'étais même faire du bénévolat dans les petits clubs, tu vois, dans les petits clubs moi, j'habite à Saint-Ouen, à côté de Paris. Saint-Ouen dans le 93. Donc, moi, déjà, bien sûr, commencer par, comment on appelle ça, par du bénévolat au sein de footballeurs de clubs régional ou peu importe, quoi. De toute façon, c'est histoire déjà d'avoir un pied à l'étrier, de me faire la main, quoi, en quelque sorte. Et aussi, pourquoi pas avoir si j'ai vu qu'il y avait l'INSEP qui propose des formations de coaching d'accompagnement et ça c'est bien aussi, c'est intéressant, pourquoi pas de rentrer dans l'immersion dans des structures comme ça parce que ils ont un panel d'outils qui pourrait me permettre de voir un peu tout ce qui se fait dans ce milieu-là, tu vois. Et ça c'est peut-être intéressant aussi, ouais. Ça c'est peut-être intéressant. Ouais, tout à Mais fait. comme les gens comme toi ou excuse-moi ou comme toi ou Fouad qui eux ont une expérience, et ben effectivement quand je les rencontre ils vont me dire bah tu vois il existe telle ou telle structure si tu veux approfondir ou peaufiner une formation, tu vois c'est pour ça aussi bon c'est pour ça que je m'adresse à toi parce que t'es déjà en avance quoi. Ok, ok. Ah, bah, trafic. Bah, moi, je veux bien. Après, si tu veux, on pourra s'écrire en privé, se parler. Oui Pour avec être très plaisir. Ouais. ok, Avec plaisir, Daoud. plaisir. Écoute, bah, en tout cas, bah, trafic pour l'intervention. C'est Et comment ça va? j'ai, je vais juste continuer. Parce que du coup, j'ai quelques 50 minutes. Voilà. Donc, en gros, je vous ai parlé un peu de mon parcours, un peu les leçons que j'ai pu tirer un petit peu, etc. Et, euh, et après, je voulais enchaîner, du coup, sur la vision, on va dire, bah, un peu plus une vision, on va dire, éthique et spirituelle, un peu, de, de l'entrepreneuriat en tant que musulman. Alors, c'est vrai que je suis tombé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai appris et moi, on me l'a mis en avant dans un collectif d'entrepreneurs musulmans que j'avais rejoint. Et on dit justement, enfin rapporté par Tel-Midi, c'est que le commerçant honnête et digne de confiance sera ressuscité avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. C'est pour montrer en tout cas que le commerce est important. Le commerce est important et quand on parle de commerce, bah, en fait, on parle tout simplement d'achat, de revente, que ce soit de produits physiques ou de produits non physiques. Et ça montre aussi que le fait qu'un commerçant honnête est digne de confiance, il est ressuscité avec les prophètes, les véridiques, les martyrs, ça montre que dans le commerce, eh bien, il y a beaucoup de tentations et que c'est facile, on va dire, de réaliser une arnaque ou de pas être juste. Pourquoi? Parce que justement, un commerçant qui est par exemple qui vend au marché, qui vend sur sa boutique en ligne, bah, quand ou un magasin physique, quand il ouvre son magasin, quand il met son étalage, bah, il connaît pas l'avenir. Donc, il ne sait pas du tout combien il va vendre aujourd'hui. Ça se trouve, ça va être une mauvaise journée. Il va vendre pour 0 euros, 10 euros. Peut-être il va faire une très bonne journée. Il va vendre pour 2000 euros de marchandises. Et, euh, et donc, à ce moment-là, il doit se remettre à Dieu. Et, par exemple, un commerçant qui fait une mauvaise journée et, euh, et qui, à un moment donné, se dit, ouais, maintenant, pour manger ce mois-ci, pour faire mon chiffre d'affaires final et pas être dans la difficulté, bah, il y a un client qui vient, par exemple, je vends des oranges, hop, il achète 3 kilos et hop, moi, je lui vends pour 3 kilos 5. Je me dis, ouais, je gratte 1 euro ici. Après, s'il y en a encore 10, je vais pouvoir gratter 2-3 euros par là. Euh, donc pareil, par exemple j'ai une voiture, elle est rayée, mais c'est une petite rayure qui est sous le feu et elle se voit pas trop. À l'intérieur, je vais avoir un siège arrière qui est déchiré au niveau des jambes, mais aussi quelque chose voilà que je vais pas montrer à la personne qui vient acheter ou un défaut par exemple le moteur, je vais le cacher. Et que c'est quelque chose que je cache, je me dis ça c'est un défaut qui va m'empêcher de vendre ma voiture. Donc je vais pas avoir l'argent de la voiture, elle va me rester, je vais encore payer l'assurance et tout, et je vais perdre de l'argent finalement. Et donc ça c'est plein de petites tentations en fait à droite à gauche, et c'est facile de plonger dedans. C'est facile de mentir sur un produit quand la personne en face de nous elle est ignorante et nous fait confiance et elle va nous comment dire, elle va nous faire confiance pour passer à l'achat. Je me rappelle une petite anecdote. À un moment donné, j'avais travaillé un job d'été à la halle aux chaussures. Et, euh, et du coup, il y avait une femme qui nous disait, d'une vendeuse, elle aussi, et elle nous disait, ouais,
qu'est-ce que vous lui dites quand il y a une cliente qui vient et qui vous dit, ouais, comment est-ce que vous trouvez ces chaussures? Est-ce qu'elles me vont bien? Est-ce qu'elles sont bien pour mes enfants? Et tout. Et elle a dit, moi, si elle me pose la question, est-ce que ça me plaît? Je lui dis, ouais, vous êtes magnifique, ça vous va trop bien. Elle dit, hop, j'achète tout de suite. Là, c'est un petit proche de la caisse, il pleure pour avoir je sais pas, pour avoir une boucle d'oreille, pour avoir un bonbon, un truc. Elle dit, bah, moi, je fais tout pour faire culpabiliser les parents et qu'ils leur achètent. Vente additionnelle. Là, je dis, ouais, tout pour le chiffre d'affaires. Tu vois. Alors que voilà, finalement, moi, je pouvais pas. Je dis, ouais, moi, je donne un avis sincère. Si je trouve que ça lui va pas, ça lui va pas. Après, voilà, il y a d'autres vendeurs aussi qui pensaient pareil. Mais voilà, pour dire, on n'a pas tous le même état d'esprit. Sur Internet, bah, on a des personnes qui sont sérieuses dans ce qu'elles vendent, dans ce qu'elles proposent au niveau des services. Et il y a des arnaques aussi. Il y a des arnaques, il y a des personnes qui mentent, il y a des personnes qui ne délivrent pas ce qu'ils ont promis, en termes de formation, d'accompagnement, ainsi de suite. Bah, ça arrive, c'est partie du jeu. Mais c'est juste que ceux qui font mal leur travail, eh bien, ils entachent la réputation de ceux qui le font bien, pour le coup. Et donc, après, ça crée de la méfiance. Et, donc, cette méfiance-là, elle vient aussi de justement l'entrepreneuriat, du modèle qui nous est proposé dans la société, en tout cas européenne, société européenne, américaine et tout ça. Et euh, alors justement au niveau de la vision qu'il nous propose, eh bien là je vous ai mis 3 photos. Ici, photo de gauche, donc lui c'est un entrepreneur américain qui a réussi. Donc lui dans sa communication, voilà, il va nous montrer un jet privé, une voiture de luxe. Lui, s'appelle Yumi Denzel. Lui, c'est un e-commerçant qui vend des formations d'e-commerce, qui a des marques aussi. Et dans sa communication, pareil, il va avoir des belles voitures. On va le voir travailler dans des beaux paysages, ainsi de suite. Donc ça, c'est la communication qu'utilisent beaucoup d'entrepreneurs. Et on va nous mettre aussi en avant surtout les possessions matérielles. Et donc, c'est du matériel, c'est du paraître. C'est l'idée, bah, c'est voilà, soyez riche, voyagez, faites ce que vous voulez, et vous pouvez aussi bah, vous faire plaisir, enfin paraître. Donc ici, voilà, on a aussi un yacht pas loin de Dubaï. Et donc, ce mode de vie qui nous est proposé par la majorité des entrepreneurs, eh bien, euh, moi, ce que je trouve de commun, je vais donner 6 points que je trouve en commun. La première chose, je trouve qu'on nous met beaucoup en avant la réussite matérielle et le paraître. Et le danger de ça, moi, par exemple, bon, c'est vrai que pendant 1 ou 2 ans, en tout cas à mes débuts, quand je pensais au commerce, bah moi, j'étais dans justement la réussite matérielle, avoir beaucoup d'argent, pouvoir enfin faire des voyages, pouvoir m'acheter une belle voiture et habiter dans des beaux appartements à l'étranger, ainsi de suite. Mais là, voilà, j'étais dans la réussite matérielle, paraître pareil. Et c'est vrai que, bah, au bout d'un moment, moi, je sens que je m'essouffle. Je m'essouffle, je cherche du sens. Je me dis, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Et c'est pas le modèle que je veux. Et finalement, la vraie réussite, est-ce que c'est la réussite dans la dunya ou c'est la réussite dans la vie d'après, dans l'akhira? Et pour nous, justement, avec la réussite dans la dunya, eh bien, on veut préparer notre vie après la mort. Donc, on veut préparer l'akhira. Et c'est juste que notre finalité, elle doit être après la mort. Et justement, cette vie-là doit juste nous servir à préparer la vie après la mort. Je vais revenir là-dessus. Ensuite, donc surtout sur les réseaux et ça, ils vont beaucoup nous proposer, enfin, beaucoup nous véhiculer le message que le succès, il est rapide, il est express. Si tu travailles en 6 mois, hop, tu peux gagner 10 000 euros par mois, quitter ton travail, enfin avoir la vie de rêve, la vie que tu veux. Et justement, à force d'entendre ça, tu travailles pas assez. Si tu n'as pas les revenus que tu veux, c'est parce que tu ne le mérites pas, parce que tu le travailles pas assez, parce que tu n'as pas investi, parce que tu n'as pas sacrifié assez, que ce soit de ta santé, de ta vie avec la famille, des sorties, ainsi de suite. Et ça a créé justement un discours qui est culpabilisant pour les personnes qui écoutent ça et qui se reconnaissent dedans. Et ça, bah, malheureusement, en fait, la réalité elle est différente. Comme je vous ai dit, chaque personne qui maintenant a du succès, chaque personne qui a un certain, on va dire, un certain revenu financier, comme qui a réussi à dépasser les 10 000 euros par mois, quelqu'un qui a réussi à avoir des appartements, qui a réussi à construire son projet, par exemple, je veux dire, au Maroc, en Malaisie, peu importe, dans un autre pays, qui a justement
que ce soit une maison en France, qui a une belle voiture, ainsi de suite, ça c'est quelque chose qu'il a construit en fait. Et nous, on ne voit jamais le chemin qui a été parcouru les années avant, mais on voit toujours la finalité, le point final. Donc on regarde jamais la ligne d'arrivée et le chemin, mais on regarde toujours la ligne de départ, excuse-moi, la ligne de départ. On regarde toujours la ligne d'arrivée. Et ça, c'est un problème aussi. Ensuite, ils vont nous promouvoir beaucoup de développement personnel, mais sans la spiritualité, donc sans parler de Dieu. Et souvent, donc on va avoir le mythe du self-made. Je me suis fait tout seul. Je me suis fait tout seul, j'ai eu besoin de l'aide de personne, j'ai compté sur personne, je me suis fait trahir, je me suis relevé, et aujourd'hui, je me dis merci à moi-même. Donc, ils oublient la dimension de, voilà, Dieu était derrière, il leur a ouvert les portes, c'est lui qui a donné, c'est lui qui maîtrise les résultats, et eux, voilà. Eux, leur mérite, c'est de faire les efforts. Ils ont fait les efforts. Et le problème de ça, c'est qu'on va dire, voilà, maintenant, ne compte que sur toi. Compte que sur toi. Alors que nous, en tant que musulmans, on va compter sur l'enseignement intérieur, justement. On va dire, aie confiance en toi, n'aie confiance en personne, tu vois. On va dire, si une personne et tu la trouves toxique ou tu trouves que elle ne t'élève pas, elle ne te permet pas de croître, efface-la de ta vie. Ça donne là, la problématique, par exemple, de ce message, c'est qu'il y a beaucoup enfin, beaucoup. Moi, j'en connais certains entrepreneurs qui sont isolés de leur famille, de leurs amis, qui ont coupé les ponts, parfois avec même des personnes qui s'entendaient bien, qui étaient on va dire un bon entourage, des bonnes fréquentations. Pourquoi? Parce que, voilà, ils font pas de business comme moi, ils me comprennent pas, et du coup, je m'en vais. Enfin, j'arrête de les fréquenter parce qu'ils vont me ralentir. Et donc ça, c'est pas bon. Parce que toute personne, même quand il entreprend, il a besoin d'équilibre. Il a besoin d'avoir des relations familiales. Il a besoin d'avoir des amis. Il a besoin de faire des sorties. Il a besoin de souffler. Il a besoin de travailler. C'est un équilibre à trouver. Et donc, ça, c'est la hustle culture. Parce que c'est le même état d'esprit. C'est, voilà, travailler, travailler, travailler et couper toute distraction. Dormez 4 heures par nuit, travaillez 16 heures. Voilà, s'il faut jeûner, ne mangez pas, jeûner. Ça finira par payer. Ça amène beaucoup au burn-out plutôt. Et ensuite, on va avoir aussi un branding intrusif. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, sur les réseaux sociaux, en nous montrant tout ça, ici, eux, ils choisissent de nous montrer une image de réussite, une image de richesse, et la majorité, ils vont commencer à y croire, ils vont commencer à s'imaginer le reste de leur vie, enfin, de vie des influenceurs et des entrepreneurs, à partir des images qui ont été partagées. Sauf que ces images-là, elles font juste partie d'une image de marque, font partie d'un storytelling, d'une histoire qu'ils vont raconter pour justement être plus crédibles dans leur business, pour pouvoir se faire connaître, pour faire davantage de ventes. Et finalement, c'est aussi ce que les gens veulent voir. Pourquoi je dis branding intrusif? Parce que ça va amener beaucoup que ce soit d'entrepreneurs ou beaucoup de personnes qui veulent qui se lancent dans leur projet entrepreneurial, qui en sont au début, à montrer leur vie, à partager leur vie entière, partager leurs réflexions, partager leurs hauts, leurs bas, leurs déceptions, partager les problèmes qu'ils peuvent avoir, leur vie personnelle, partager aussi parfois leur vie de famille, alors que tout ça, c'est des choses qui n'ont pas d'utilité pour le business. En fait, un bon branding, pour moi, c'est euh, justement c'est seulement un partage d'informations et d'éléments qui sont intéressants pour le business. Et voilà, et pour moi, la vie personnelle, elle reste personnelle. Pourquoi? Parce qu'on a aussi une responsabilité envers nos proches, envers les personnes qui partagent notre vie aussi. Et ça m'amène justement à avoir 5 principes éthiques, on va dire du commerce ou et on peut dire aussi de l'entrepreneuriat en islam. Donc, un, c'est du coup de l'honnêteté. Nous, pour le coup, on va pas mentir. On va pas mentir. Deux, on va pas tromper la personne. Donc, on va être vraiment le plus honnête possible. S'il y a un défaut de fabrication, on va le dire, on va le mentionner. Si jamais on a du retard, un retard de paiement, un retard dans la livraison, on va le dire. S'il y a quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, on va le dire. On va pas mentir pour gagner le contrat et après bidouiller quelque chose. Donc, voilà. Deux, on va essayer d'être juste, le plus juste possible. Voilà. Si j'ai vendu un produit
par exemple, j'ai un commerce, j'ai vendu un produit qui a un défaut. Moi, je l'ai pas vu. La personne en face, elle l'a pas vu. Mais si elle revient, elle revient rapidement parce qu'elle a vu le défaut, bah à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je lui remplace le produit ou je lui dis, écoute, c'est ni échangé ni remboursé, tant pis pour toi, il y avait ce défaut, tu l'as pas vu. Bon, déjà, si je suis honnête et je sais qu'il y a le défaut, bah, je lui dis. Et si jamais je l'ai pas vu, bah, par justice, voilà. Ça se débat, enfin, le, le choix à faire vis-à-vis du produit défectueux, bah, c'est à chacun de le faire. Moi, par peur d'être injuste ou pas, bah, je vais remplacer le produit, personnellement. Ensuite, transparence. Donc, comme on a dit, être transparent sur tout ce qui est bah, défaut, sur pareil, lorsque je vends une prestation, sur tout le processus. Ah, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Là, si à un moment donné je peux pas, je vais dire voilà, écoute, être transparent. Là, pendant une semaine, je pourrais pas avancer sur ce projet, donc ça va prendre enfin, ça va demander un peu plus de délai. Quelque chose comme ça. Ensuite, la confiance. Pourquoi la confiance? Parce que chaque personne qui, bah, du coup, qui achète chez nous, ou chaque personne qui vient prendre des connaissances chez nous, bah, elle a confiance en ce qu'on va lui proposer, elle va avoir confiance en ce qu'on va lui transmettre, et donc, on peut pas la décevoir. On peut pas la décevoir, un, et deux, on peut le voir d'une autre façon. Par exemple, si moi, je propose un service, eh bien, une personne qui vient chez moi et qui achète ce service, on peut le voir aussi comme un dépôt, comme une MNA, une dépôt de la part de Dieu. Il dit voilà, pour avoir ta subsistance, enfin, en gros, là, je t'ai amené quelqu'un qui va t'apporter ta subsistance, mais c'est un dépôt dans le sens où tu as une responsabilité et tu as un service à réaliser. Donc réalise-le. Et la dernière, bah, c'est la bienfaisance, dans le sens où bah, on veut toujours le bien de nos clients, on veut pas les arnaquer et surtout on veut, comment dire? Moi, ce que j'allais dire ici, donc par bienfaisance, quand je l'ai écrit, c'est plutôt le fait tu vois, d'en faire un peu plus. Essayer de faire un peu plus, d'avoir quelque chose de vraiment qualitatif et de vouloir le bien des gens. Voilà un peu. Et ensuite, pour ce qui est de l'état d'esprit à adopter pour un entrepreneur musulman, là pareil, j'ai mis cinq principes. Premier, bah, c'est le plus important, donc c'est le fait de faire confiance en ce matin-là, de lancer son projet, mais avec des préparatifs, se préparer, donc étudier le terrain, étudier la demande, étudier le service que nous on va proposer, regarder ce qui se fait déjà, ce qui se fait pas, la demande, et ensuite à un moment donné, ben, on a besoin de se lancer, de faire. Et ici, pourquoi on fait confiance en ce matin-là? Enfin, surtout, l'entrepreneuriat, lancer un projet aussi, ça travaille surtout, ça travaille cette confiance. Parce que, comme on a dit pour l'exemple du commerçant, il sait pas du tout est-ce qu'il va vendre aujourd'hui, est-ce qu'il va faire une bonne journée, est-ce qu'il va pouvoir manger, et donc il doit s'en remettre Dieu. Ensuite, il y a, ça enlève aussi toute pression. Parce que du coup, on dit le résultat, il m'appartient pas du tout en fait. Donc ça doit nous enlever de la pression et nous dire voilà, là moi je dois juste agir. J'agis, je fais, je réalise des choses. Et et le résultat il m'appartient pas, donc je vais bien voir qu'est-ce qu'on va se mettre à m'a réservé. Et mais pour ça, et voilà, il faut faire les efforts, il faut se donner à fond. Et c'est pour ça qu'on dit confiance active. Enfin, on se bouge, on fait. Et ensuite, voilà, on avise. Donc voilà, si par exemple, voilà, ça fait 2 semaines, j'ai fait aucune vente, bah, il y a quelque chose à changer, quoi. Il y a quelque chose qu'il faut que je change. Ça fait 3 mois, ça marche pas, il y a rien qui a bougé, c'est rien passé. Bah à ce moment-là, voilà, je vais être obligé de me dire bon, faut que j'arrête ça, faut que je cherche autre chose. Ou voilà, il y a quelque chose à changer en tout cas. En deux, bah donc c'est la patience. Pourquoi patience? Parce que ça va pas se passer tout de suite en fait. Je vais mettre du temps. Je vais mettre du temps avant de construire quelque chose. Alors, faut se dire aussi tout ce qui permet, donc tout projet qui est stable, qui est durable et qui est pérenne, eh bien, il se construit jamais en un jour. Donc, il est jamais rapide. Argent rapide, c'est étrange. Mais voilà, ça prend du temps, ça se construit, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Ça va dépendre de chacun, ça va dépendre du projet avant d'être rentable. Et voilà, il va falloir patienter. Il faut se dire que la situation, elle est temporaire.
elle est pas définitive. À un moment donné, je vais m'en sortir. Et, voilà. Et donc, patience. Ensuite, on a l'ihsan, donc le fait de faire les choses avec excellence, donc de donner le meilleur, de continuer à se former, continuer à faire, à apprendre pour pouvoir réaliser une meilleure prestation, pour pouvoir la réaliser plus vite, pour pouvoir, si on vend des objets, pour avoir une qualité qui est meilleure, pour avoir un service client qui est bon. Donc, après tout ça, je pense, vous savez, on en parle très souvent, ça, l'ihsan. Donc, voilà. Ensuite, l'équilibre dans la vie perso, pro et spirituelle. Faut savoir que l'équilibre, en fait, c'est super important. Moi, j'ai vu d'expérience. À un moment donné, j'essayais d'être que dans mon projet. Et les sorties avec, c'est vrai que des sorties avec des amis, du coup, je disais non. Je disais voilà, si on va au ciné, si on va au resto, ça va me faire perdre du temps. Deux, ça va me faire dépenser de l'argent. Donc une perte d'argent. Alors qu'en fait, ouais, j'en ai besoin pour déstresser, pour libérer un peu le stress, pour euh, pour aussi créer des relations. Et il faut savoir que en tant qu'être humain, on a quatre énergies. On a l'énergie physique, l'énergie mentale, l'énergie spirituelle et l'énergie émotionnelle. Donc on a besoin d'équilibre entre ces quatre-là. On a besoin de les nourrir. L'énergie spirituelle, c'est à travers la prière, la méditation, le lien avec Allah. L'énergie physique à travers le sport et l'alimentation, avec le sommeil, c'est les trois piliers. Ensuite, l'énergie mentale, ça c'est des activités intellectuelles, donc que ce soit de la mémorisation, l'apprentissage d'une nouvelle langue, un apprentissage, un transfert de connaissances, peu importe. Ensuite, on va avoir la dernière qui est l'énergie émotionnelle. Et l'énergie émotionnelle, la méditation, ça peut un peu aider, mais aussi ça passe beaucoup par du relationnel avec les gens. Et c'est là que du coup c'est important de garder ses liens avec la famille, garder ses liens avec des amis, de déstresser, de décompresser. Et, et pourquoi? Parce que si on a alors déjà les relations familiales, c'est un ordre dans la il nous demande de garder les liens familiaux. Et après c'est un autre sujet, mais on a des devoirs, hein. Nous, notre propre corps a un droit sur nous, mais aussi les personnes autour de nous ont un droit sur nous. Et principalement dans la famille, voilà. On essaie de maintenir les liens de parenté, euh, avec les frères et sœurs aussi, les oncles, on prend des nouvelles et tout ça. Et voilà. Donc, si on est déséquilibré niveau pro, on risque un burn-out. Et si on est déséquilibré, on est trop niveau perso, on va pas avancer, on va pas évoluer niveau pro, business. Et la spiritualité, ça vient nous, comment dire, ça vient nous donner du sens, surtout beaucoup de sens. Ça vient nous donner du sens dans nos actions, dans ce que l'on fait. Et alors, je vous parle d'équilibre, on va beaucoup parler d'équilibre. Mais il y a une chose à savoir, c'est que le déséquilibre temporaire, c'est ok et c'est normal. Il y a des moments, voilà, vous devez travailler sur un projet euh, pour un client ou pour vous. Voilà, vous savez que pendant une semaine, vous allez être à fond là-dessus. Et donc, ça va être dur au niveau vie personnelle. Et, euh, et donc, il faudra juste se rattraper à un autre moment. Et des fois, ce déséquilibre, il peut durer 1 an et il peut durer 6 mois. Mais c'est un déséquilibre temporaire. Faut pas le faire durer trop longtemps. Sinon, on a des conséquences négatives. C'est vrai que par exemple, si dans une famille, si on prend un couple marié avec des enfants, si l'homme ou la femme est trop déséquilibré niveau vie professionnelle, après elle passe plus de temps avec sa famille, elle va être très éloignée à un moment donné. Voilà, la relation ne va pas être bonne, elle va se détériorer. Il peut y avoir des divorces dans certains cas. Donc c'est jamais agréable pour tous. Mais bon, c'est des solutions après qui sont prises selon justement la situation. Ensuite, on a le dernier élément qui est l'utilité. Donc rendre service. À travers justement que ce soit une association qu'on crée, un business qu'on crée, tout ça, l'idée c'est d'être utile à la communauté, être utile en tout cas, ou sinon aux personnes autour de nous, utile à la société, c'est d'être utile, voilà, à l'être humain de manière générale. Et moi c'était un dilemme que j'avais justement quand je voulais me lancer dans l'e-commerce au tout début. Je dis voilà, en fait, je vois pas du tout quelle est l'utilité que je peux avoir. Donc
Donc, j'ai pas eu la force ou l'énergie de continuer. Mais voilà, en tout cas, être utile aux êtres humains, c'est très important. Et ça permet aussi de travailler le bon comportement. Voilà. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, moi, je vous remercie pour votre attention. Et, euh, et voilà. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai essayé, moi, de condenser. Et il y a encore beaucoup de choses à dire sur les différents sujets. Mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ça, comme Nathan, une demande de micro et après on va aller aux questions. Ouais? Vas-y, ça marche. On t'écoute les frères. Hein. On t'écoute, hein, tu peux. C'était Nourdi qui a levé la main. C'est un frère qui a levé la main. C'est bon, je te donne le micro. Ah, bah, soit il l'a pas activé, soit... Bah, écoute, autant qu'il est actif, il y a pas mal de questions de mon côté. Allô, c'est bon, on Vas-y. m'entend? Ah, c'est bon. Ouais, Vas-y, on bismillah. t'entend. C'est bon? Ok. Excusez-moi, le micro était coupé. Salam alaikum, Daoud. Merci pour cette présentation. J'aurais, Inch'Allah, trois questions rapides, pas très longues, Inch'Allah. Déjà, de un, qu'est-ce qui t'a fait passer de Paris à Lyon? Tu Ok. avais dit que tu travaillais à Paris à un moment, et pourtant tu es Ouais. allé à Lyon. Pourtant, dans mon esprit, Paris, il y a plus d'opportunités, en fait. Ouais, exactement. Alors, première chose, moi, au début, alors, le truc principal, c'est surtout l'environnement. Moi, c'est vrai, j'ai grandi dans le sud, tu vois, pas loin de Montpellier. Après, on a passé un peu de temps à Lyon. J'ai travaillé 2 ans à Paris, avec les transports en commun, et surtout l'environnement. J'étais à Vitry-sur-Seine. J'ai eu du mal, moi, à me ressourcer un peu, et je me suis épuisé avec les transports en commun, le chemin que je faisais, tout ça. Donc, je suis reparti à Lyon. Et, et principalement, moi, alors, je fais beaucoup de déplacements. Du coup, je reviens à Paris quand il y a des événements ou pour rencontrer d'autres entrepreneurs. Mais sinon, je fais beaucoup, moi, de rencontres, de visio. Donc, je suis beaucoup en ligne, D'accord, barakallahu fik. La surtout deuxième question, l'environnement. c'est, tu as parlé d'un collectif d'entrepreneurs musulmans, c'est Ouais. lequel, s'il te plaît? Alors, il s'appelle Collectif Tarika Pro. C'est des Belges qui font ça. Je sais pas si tu connais Zaki Chahiri et Hamza Chahiri. Non, je les connais pas, non. Ok. Bah, c'est un collectif d'entrepreneurs musulmans en Belgique. Donc, ils l'ont lancé l'année dernière. Et eux, justement, ce qu'ils promouvoient, c'est la force du collectif. Et ce qu'ils disent, voilà, c'est un peu comme je te dis, c'est voilà, il y a une vision de l'entrepreneuriat qui est occidentale, où on est beaucoup individuel, self-made, moi. Et alors que justement, la force, elle se trouve dans le collectif. Donc, ce qu'ils ont voulu recréer, alors eux, ils ont fait justement un accompagnement qui dure 6 mois, dans lequel tu apprends tout ce qui est compétences digitales. Moi, ce qui m'a intéressé plus, c'était le collectif. T'intègres une communauté et du coup, tu as des musulmans qui partagent tes valeurs, ton éthique, tes projets. Et chacun a son projet, chacun a des compétences. Donc, certains ont un e-commerce, certains font de l'accompagnement, d'autres de la vidéo, d'autres de l'immobilier. Tu as différents profils. Et après, si tu as l'idée, c'est quand tu as besoin d'une compétence, bah, tu peux chercher dans le groupe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette compétence, justement. D'accord, très bien. Tu sais s'il existe à Lyon, ce genre de collectif? À Lyon, non. Mais je connais un frère enfin, j'avais rencontré un frère qui veut lancer un collectif qui y ressemble. Donc, il est en train de travailler dessus. Ouais. D'accord, barakallahu fik. Et dernière question, Inch'Allah, la routine que tu avais quand tu étais entrepreneur, au moment où tu faisais du copywriting, c'était Ouais. comment? Comment tu partageais les moments entre le travail, entre le repos, entre la sortie entre potes, etc., etc. Est-ce que tu avais quelque chose de prédéfini par mois, par semaine? Comment tu t'organisais? Alors, j'ai fait de deux façons. La première, je l'ai fait un peu au feeling, tu vois. Et j'ai vu que le feeling, bah, c'était pas forcément.
Enfin, pour moi. Après, il y a deux approches. Il y a des personnes qui sont au feeling, ça marche très bien. D'autres qui ont besoin d'être vraiment structurés. Moi, je suis un peu entre les deux. Donc, quand j'étais full feeling, bah, c'est vrai que, alors, déjà dans ma journée en général, quand je me levais, je sortais, j'allais au travail. Et ensuite, quand je rentrais, c'était vers 19h, bah, à partir de là, je prenais un petit moment pour prier, pour me calmer, faire la transition. Et ensuite, je travaillais, moi, en général, de 20h à 22, 23h. Donc, c'était le soir, tu vois. Je prenais 2, 3 heures le soir pour travailler sur un projet. Et c'est vrai que quand j'avais des journées qui étaient un peu longues ou un projet qui était un peu difficile à traiter, eh bien, c'est vrai qu'en rentrant, là, je préférais plus décompresser. Donc, que ce soit regarder la télé ou jouer à quelque chose ou faire mon sport. Et à ce moment-là, bah, je travaillais moins et enfin, je travaillais pas sur le projet parfois. Donc ça m'a appris aussi que en gros, quand tu procrastines beaucoup, que tu veux pas avancer, et que tu bloques, bah, en général, c'est niveau émotionnel. Alors, il y a deux choses. Soit il y a une émotion et il y a une gestion émotionnelle à faire, tu vois, faut gérer ses émotions, parce que elles vont, bah, moi, elles vont me faire dévier, elles vont m'orienter vers certaines choses, que ce soit de la nourriture ou du scrolling et tout ça sur les réseaux, des jeux vidéo et autres. Ou alors, tu as une décision à prendre. Et tant que tu la prends pas, bah, t'arrives pas à avancer. Donc moi, principalement, je fais ça. Après, ce que j'essaie de faire, comme je disais, c'est travailler le soir. Et le week-end, par contre, pour moi, le samedi, c'était pour décompresser. Et ensuite, le dimanche, je prenais, moi, le dimanche matin pour travailler. Je prends une demi-journée. D'accord. Barakallahu fik, Khouya Daoud. Voilà. Parfait. Ben, on y va. Moi, Ouais. c'est sur la continuité d'une question qui était là. Quel est le collectif belge, si tu as un lien, ou des canaux Mm. qu'on pourrait te suivre? Ouais, j'ai un lien, je peux partager un lien si vous voulez. Tu me l'envoies comme ça ce soir en message de Je peux- remerciement, je vais le poster. Je veux bien, si tu Ouais. as nécessaire. Et une autre suite sur ce que tu avais dit. À-t-on le nom de ton ouvrage que tu comptes mettre en place et où se trouvera ce livre? Alors, je pourrais te le partager. Alors, et ouais, il y a une nuance. C'est pas moi qui l'ai. Alors, moi, je l'ai écrit, mais c'est pas mon livre à moi directement. C'est pour dire. Le premier, c'est un livre il s'appelle Mourir avant de t'avoir rencontré. Et celui-ci, il sera disponible sur Amazon. Donc, le principe, c'est un entrepreneur qui est coach de prise de parole en public. Donc, il s'appelle Herman Herman Decous. Donc, il est sur Paris. Et l'idée pour lui, c'était vraiment de transmettre un peu des principes de vie en tant qu'être humain, aussi en tant qu'entrepreneur, qu'il a pu vivre. Donc, il est passé d'une situation, voilà, il était en dépression, il était, euh, il était dans la galère aussi financière et opportunités professionnelles. Et voilà. Et petit à petit, bah, il s'est écouté et il a eu le déclic de se dire, voilà, non, je dois vivre, je dois avoir la responsabilité de ma vie, je peux pas me laisser aller. Et donc voilà, et bah, il a galéré, ça lui a pris des années, mais il a petit à petit changé ses modes de fonctionnement, il a retravaillé sa vision des relations, euh, sa vision de l'amour de manière générale, sa vision de l'argent, de la revanche, de l'ego. Et donc tout ce travail-là, ce cheminement, il l'explique petit à petit. Il explique aussi, enfin, il en parle pas. Moi, ce que j'aime bien en travaillant avec lui, c'est qu'il a une dimension spirituelle. Donc, certes, il est athée, il dit voilà, je veux pas choisir de religion, ou non. Mais quand même, il dit voilà, Dieu, il existe, je le sais. J'essaie de parler avec lui, etc. Donc, euh, donc ça va. Et, euh, et voilà, donc il va traiter pas mal de sujets. Et en gros, l'idée, c'est comment il est parti du chaos et il est arrivé à la paix intérieure. Il va donner plein de principes dans les différents chapitres de son ouvrage. Ensuite, le deuxième, donc il sera disponible sur Amazon. Quand ça sort, je pourrais te le partager si ça vous intéresse. Ensuite, le deuxième, lui, c'est un livre par de Fouad Esbiri, donc le coach ma coach mental aujourd'hui, mais qui a fait du sport de combat. Ça. Et lui, alors on a travaillé sur un livre se veut, donc c'est comme il est en deux parties. La première partie, ça explique justement les pensées. Donc, ouais, je vous le dis. Pour toute personne qui souhaite Tu profites changer, quand ce soir tu m'enverras, tu m'envoies les liens du livre.
Comme ça, on mettra Ouais. tous tes liens et les liens du livre, comme En ça fait, sera direct partagé. Barakallahu fik. ouais. En fait, justement, ces livres, ils sont pas encore sortis parce que dans leur stratégie de, dans leur stratégie à eux, ils veulent pas le sortir tout de suite. Et ce sera en 2026, Inch'Allah. Ah, tu me le Alors, partageras quand ça sera après, Barakallahu ouais, fik. juste pour le deuxième livre, au moins, je vous dis, je partage quelque chose qui est intéressant aussi. C'est quand on veut changer, donc quand on se dit voilà, là, voilà, je veux me mettre au sport, là, je veux commencer un projet, je veux devenir entrepreneur, chef d'entreprise, peu importe. Euh, L'important pour réussir à changer et tenir sur le long terme, c'est de faire petit à petit, mais surtout le plus important, c'est de changer son identité personnelle. Et pour changer son identité, c'est par exemple, tu vois, un sportif, enfin, quelqu'un qui veut se mettre au sport, qui fait pas de sport et qui se dit, voilà, moi, je veux me mettre au sport 3 fois par semaine. S'il se dit, je dois faire du sport, je vais faire du sport, bah, au bout d'un moment, il va s'essouffler parce qu'il le voit plutôt comme une contrainte, quelque chose de nouveau. Et par contre, s'il dit, voilà, je vais devenir sportif, voilà, je suis sportif, donc je fais 3 séances par semaine. Voilà, cette semaine, je fais du sport parce que, voilà, je suis sportif, c'est dans mon ADN. Eh bien, il va le faire plus facilement parce qu'il va se dire, voilà, maintenant, ça fait partie de moi, de mon identité. Et pour ça, eh bien, on va agir sur nos pensées. Donc, le dialogue qu'on a à l'intérieur de nous, en agissant sur notre dialogue interne, on va, on va, on va agir sur nos pensées. Après, on va agir sur nos émotions. On va agir sur nos comportements. Et ça va nous donner un résultat qui va venir renforcer le dialogue interne, ainsi de suite. Donc si quelqu'un se dit ouais le sport pour moi c'est relou, je vais jamais y arriver, bah il va avoir des pensées de ah c'est pas fait pour moi le sport, une émotion après négative quand il va penser au sport, on va lui proposer une séance et dire ah non moi je sens de l'anxiété, moi je me sens pas bien quand je fais du sport. Donc comportement bah je vais pas faire mon sport, je vais regarder la télé par exemple à la place. Ensuite résultat bah voilà j'ai regardé une série et hop et ça confirme et si on change, c'est bon, c'est pas facile, ça demande du temps, mais si on change et on se dit voilà, dialogue interne, voilà, je vais faire du sport, j'en ai besoin, c'est fait pour moi. Après, on va avoir des pensées de dire voilà, j'ai envie de faire du sport, le sport c'est bénéfique. Hop, résultat, une émotion positive, on va avoir de la motivation pour y aller. Ensuite, un comportement, on va aller faire notre sport. Résultat, on va se sentir bien après la séance. Et hop, et rebelote. Et là, on va se dire ah ouais, en fait, c'était pas mal, ça me fait du bien. Et il faut refaire. Et à un moment donné, quand on a parcouru cette boucle assez de fois, bah, ça devient naturel. Et ça, on peut le faire pour plusieurs choses. Voilà, je procrastine, je veux faire mon projet. Bah, pareil, on peut faire la même boucle. Et pour beaucoup de choses, me coucher tôt, et ainsi de suite. Il y a une belle phrase qui est dit par une sœur, faites votre vie pour Allah Azzawajal, et Allah Azzawajal s'occupe de vous. Je préférais le dire avant de te poser les autres questions. Ouais, t'as raison, mais Merci à c'est la sœur. l'esprit. Hein. Une maman solo qui est chef d'entreprise, est-ce qu'elle est fautive si elle s'investit trop, même si c'est pour offrir ce qu'il faut à ses enfants? Ok. Alors, après, j'ai envie de dire, ça dépend de sa situation. Euh, mais d'un côté, tu vois, bon, je suis désolé, j'ai pas plus de détails, donc si c'est une réponse un peu vaginale, mais je vais essayer d'être le plus clair. En tout cas, en tout cas, la maman, voilà, elle essaie déjà, elle le fait pour ses enfants, donc elle le fait pour leur bien. Et après, faut savoir, voilà, si c'est ça leur seule source de revenus, c'est ce qui lui permet de subvenir à ses besoins, à ceux de ses enfants, eh bien, c'est important qu'elle continue, elle fasse le maximum pour pouvoir, équilibrer. Après, ça Elle dépend répond du oui, la temps dont seule. elle Hein. Elle dit dispose. oui, seule. Hein. Oui, seule pour répondre sur la continuité de la personne en Ok, question. ok. Donc, ouais, alors, ce qui va être difficile, c'est juste de savoir se mettre, moi je dirais plus savoir se mettre une limite. Alors, tu as deux choses. La première, c'est de dialoguer avec les enfants, de leur expliquer la situation. Je sais pas, voilà, l'âge qu'ils ont, mais c'est d'expliquer aux enfants la situation, parce qu'ils sont capables de comprendre et ils sont capables de s'adapter, mais ils ont besoin de savoir. Donc c'est de la communication, leur expliquer, du coup voilà, pourquoi est-ce que elle s'investit autant, pourquoi parfois voilà, elle peut manquer de temps avec eux, et donc eux, ça va leur permettre déjà de le savoir,
deux, de s'adapter et connaître aussi les intentions de leur maman. Au moins, ils en sont conscients. Et ensuite, de son côté, c'est d'essayer j'allais dire pas de définir une limite, mais de pouvoir avoir comment dire, euh, là, moi, je pense à avoir un seuil, tu vois, dans le sens où ça dépend ce qu'elle veut aller chercher en termes de résultats, tu vois, financiers. Est-ce que c'est juste vivre dans le confort? Est-ce que c'est en fait plutôt créer un système de revenus passifs, donc avoir plusieurs, créer d'autres sources de revenus aussi, en avoir plusieurs et vraiment développer ça sur plutôt du long terme. Mais euh, mais l'idée, voilà, c'est vraiment de communiquer avec les enfants et de pouvoir quand même garder un temps avec eux. Voilà, l'idée, c'est voilà, avoir, je sais pas, le week-end, avoir au moins une journée avec eux, la semaine, pouvoir avoir des petits moments, des petits rituels, partager des moments pour garder quand même ce lien avec eux. Et voilà, moi, ce que je peux lui dire à mon échelle comme ça. Balkonov et que la sœur te répond. Là, c'est un petit instant parce que je pense que tu connais le choco. En islam, il est important. Et c'est pourtant faire part, parce que c'est une sœur qui te l'envoie. Allah Azzawajal nous permet par vous, Mehdi, de découvrir et rencontrer de très belles personnes. Donc, choco, c'est pour toi, mon frère. Ok. Parfait. Les questions d'après. Si tu peux lui demander qu'est-ce qu'il pense de la lecture de marché, est-ce que c'est vraiment obligatoire ou il faut croire en son projet? Alors, ça dépend du projet, mais après, non, un business plan, c'est important. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire, quand on a un projet, il faut regarder aussi la réalité du marché. Bon, on prend des exemples tout bêtes, mais si je suis en Antarctique et je vends des glaces en général, voilà, je peux croire en mon projet, c'est cool, mais personne qui va m'acheter des glaces, enfin, pas deux, trois, mais ça va pas me permettre de vivre. Et les animaux, ils vont pas les manger, tu vois. Et, euh, et par exemple, j'ai vu quoi? J'ai pas d'exemple flagrant qui me vient en tête, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de faire un business plan, pas avoir un business avec avantages, inconvénients, la concurrence, euh, mon business plan sur 5 ans, sur un an, tu vois, sur un long terme, parce que la vie elle est très dynamique. Et si tu as fait ton business sur 5 ans et que tu dois changer de modèle ou prendre une décision au bout d'une semaine, bah voilà, ton plan il va pas être respecté. Donc, moi, ce que je dirais le plus important quand on a son projet, c'est de regarder est-ce que ça se fait déjà? Parce que quand j'ai un projet, par exemple, j'ai le projet de vendre un produit et c'est que ce produit se vend déjà sur le marché, il y a plusieurs personnes qui le vendent, c'est qu'il y a de la demande. Donc ça, c'est un bon signe déjà. Pareil, si je veux proposer une prestation et que ça se fait déjà, eh bien, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la demande, il y a de la place. Maintenant, c'est juste à moi de proposer donc d'avoir ce projet et soit de me différencier d'une certaine façon, soit de venir innover un petit peu. Et, euh, et voilà l'idée. L'idée, c'est quoi là? Quand il y a quelque chose qui est déjà fait, c'est qu'en fait, il y a un gâteau qui est présent et voilà, il y a une part pour chacun. Donc chacun a une part à pouvoir retirer et manger. Et si le gâteau n'existe pas, à ce moment-là, en faisant le business, enfin, en tout cas, en faisant des recherches sur ce qui se fait, si le gâteau n'existe pas, il n'y a rien à partager, donc c'est pas intéressant de se lancer. C'est dans la continuité de la même phrase. Hmm. Est-ce qu'on peut se lancer sans forcément une étude de marché comme tout le monde fait? On peut. Ouais, on peut. Alors, moi, je conseille quand même de regarder un peu. Ça dépend de ce qu'on appelle étude de marché. Moi, quand je dis le strict minimum, c'est de regarder est-ce que ce que je veux proposer, ça se fait? Et donc, si ça se fait, ça veut dire qu'il y a des personnes qui arrivent à le vendre. Donc, ça veut dire qu'il y a de la demande. À ce moment-là, allez-y. Il n'y a aucun souci. Et par contre, s'il y a personne qui le fait, bon, là, ça double tranchant. Soit parce que voilà, il n'y a pas de demande, en fait, il y a personne qui est prêt à acheter ça, ou il n'y a pas d'utilité. Ou soit c'est parce que
personne n'a encore vu l'utilité de ce produit. Et donc, c'est intéressant. Mais pour moi, le plus important, avant de se lancer, c'est juste, comme je dis, regarder est-ce que ça se fait déjà ou pas. Et ensuite, vous pouvez vous lancer et au fur et à mesure, vous allez construire la méthode de prospection, les contenus sur les réseaux sociaux, vous allez affiner l'offre. Et en tout cas, pour se lancer, on n'a pas besoin d'avoir un produit qui est fini à 100%, on a juste besoin d'avoir quelque chose qui est fonctionnel. Donc, si demain, il y a quelqu'un qui vient m'acheter mon produit, qui vient m'acheter ma prestation, est-ce que j'ai quelque chose à lui proposer? Ce qui s'appelle le Minimal Valuable Product, MVP. Et l'idée, c'est quelle est la version la plus simple et la plus facile à mettre en place, soit de ton produit, soit de ton service. Et là, tu lances ça et voilà, et ça va se construire petit à petit. Magnifique. Peut-être on aura besoin de tes conseils. Ça, c'est un frère qui pose la question. J'ai ouvert une entreprise de restauration. Ça fait depuis 2 ans, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Est-ce que je fais un inventaire, ce que je fais depuis un certain temps, ou qu'est-ce qui fait que tout un qadar que ça n'avancerait pas? Aurais-tu des pistes de progrès ou de conseils à donner, cher frère? Ok. Donc, il dit, il a ouvert une chaîne de restauration ou un restaurant? Un restaurant de Ok. nourriture Un alimentaire, restaurant il a depuis dit. 2 ans. Ok. Donc, un restaurant depuis 2 ans, ça n'a pas avancé. Déjà, faut voir si il est rentable ou pas. Après, moi, ce que je lui conseillerais, c'est s'il peut d'analyser un peu les statistiques, tu vois, nos finances. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il est rentable sur les différents mois? Est-ce qu'il y a une période de l'année où il y a un pic, tu vois, une période de l'année où il y a un down, tu vois, et pour voir est-ce que sur les 2 dernières années, c'est on va dire, il a à peu près le même graphique, il a à peu près la même demande en termes de période de l'année, ou alors pas du tout. Après, c'est de savoir est-ce qu'il communique sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir rendre visible son restaurant. Donc, je sais que les réseaux sociaux, ça marche bien. Il peut se faire un compte, créer du contenu sur TikTok, sur Instagram aussi. Il peut avoir des influenceurs pareil nourriture qui viennent et qui mettent en avant son restaurant. Ça peut être une possibilité. Après, c'est de regarder aussi par rapport à là où il est situé. Est-ce que au courant de la journée, donc dans la semaine, est-ce qu'il y a du passage, tu vois? Est-ce que c'est facile d'accès? Euh, voilà un peu les conseils que j'aurais donner là comme ça tout de suite. Ouais, je Ça, te ouais, faudra un remercie peu. parce qu'il met pas sa communication très en avant. Je te Ça remercie. c'est primordial en tout cas. Parce que je sais, du coup, on a la communication, peut-être s'il a les partenariats avec comment ça s'appelle? Les sites les applications de livraison. Tu vois, Deliveroo, Uber Eats, tout ça. Beaucoup de personnes qui commandent. Et pour donner un exemple simple, il y avait pendant le Covid, quand on a eu le confinement et que tout était fermé, il y a beaucoup de restaurants qui se sont mis à faire de la dark kitchen. Et même des personnes qui n'étaient pas du tout des restaurateurs qui ont ouvert chez eux des dark kitchen. Et l'idée, c'était juste de faire un plat, et ensuite de le faire livrer par Uber Eats ou Deliveroo. Et donc là, ce qui marchait bien, c'était surtout la communication en fait. Juste être vu. Et ensuite, si tu as une bonne ambiance, un certain concept, parfois t'es repartagé sur les réseaux sociaux par les gens. Tu vois. Par exemple, j'avais vu un salon de thé sur Paris. C'est un exemple comme ça. Mais à l'intérieur, tu vois, de chez eux, proche de la sortie, ils avaient un petit coin où ils ont mis une balançoire, tu vois, avec un peu des fleurs et tout. Et c'est un décor en fait à prendre en photo. Ça marchait bien. La plupart des gens qui venaient avant de sortir, ils se mettaient là-bas, ils prenaient une photo. Et bon, certains ils mettent en story, d'autres juste ils en reparlent. Tout. Donc, ouais. T'as une sœur Ça en veut plus aussi qui complète ça.
Peut-être Ouais. demander un feedback à ses clients, identifier ce qui pourrait modifier ou même proposer de nouveaux produits ou analyser ses tarifs pour voir s'ils sont supérieurs à son concurrent. Ah, très intéressant. Mhm. Ah, c'est vrai. Je n'ai plus d'autres questions. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Il n'y a pas de demande de micro également. Ok. Ben, non. En tout cas, merci pour votre écoute. Moi, j'espère que je vous ai pas trop perdu un peu à droite à gauche. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est un sujet tellement vaste. Et je sais pas, mais il y a un sujet que moi, dont j'aime bien discuter, que ce soit avec des amis ou avec de la famille. C'est le sujet un peu des finances et comment est-ce qu'on voit l'argent dans notre communauté et quelle vision de l'argent est-ce qu'on peut avoir en tant que musulman. Et, bon, je l'ai pas forcément abordé. Peut-être vous dire deux, trois mots dessus. Mais, moi, c'est vrai que alors, et juste te donner une référence, je pourrais te l'envoyer par message. Il s'appelle Talal Lahlou. Et lui, c'est un professeur de, c'est un professeur en économie islamique. Donc, il a fait un doctorat en finance islamique. Et aujourd'hui, bah voilà, il donne des conférences, il fait des cours et tout ça pour expliquer en fait toutes les règles qu'il y a dans le commerce en tant que musulman. Donc, toutes les règles qu'on va devoir utiliser et ce qui est permis, non permis, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'immobilier, la restauration, peu importe. Donc lui, il est vraiment intéressant. Ah ouais, le seul truc que je pourrais rajouter sur la vision de l'argent, comme je disais, c'est moi en tout cas quand j'ai grandi, j'avais enfin, il y a beaucoup cette vision de voilà l'argent, enfin, les riches, bah c'est comment dire, les personnes qui ont de l'argent, c'est des mauvaises personnes, tu vois. Elles utilisent mal leur argent et donc l'argent au final c'est mal. C'est préférable d'être pauvre et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a gardé. Premier point, préférable d'être pauvre. Il y a plus de mérite. Il y a moins d'épreuves. Et l'argent, c'est une vraie épreuve, tu vois. Et on veut pas la vivre. Donc ça, autour de moi, c'était beaucoup ce qu'on disait. Et la deuxième chose, c'était que dans la communauté, enfin, en tout cas, moi, dans le sud, quand on discutait, et surtout, et à Lyon aussi, bah, en général, moi, j'ai côtoyé beaucoup de personnes euh, qui en gros se disait voilà, parce que tu es de la communauté, parce que voilà, toi aussi t'es musulman et tout, bah fais-moi une ristourne sur ton prix, que ce soit pour ton produit, que ce soit pour tes services, ou alors fais-le gratuitement carrément, investis-toi gratuitement, fils sabilillah. Et et c'est vrai que ça c'est deux notions, donc investis-toi fils sabilillah et aussi l'argent c'est mauvais, qui moi aujourd'hui je dirais qui sont euh, contraire à la vision en tout cas de l'islam et surtout qui empêche aussi de pouvoir enfin la croissance, qu'elle soit personnelle ou en tant que communauté, parce que la première, le fait que l'argent soit mauvais, en fait l'argent n'est pas mauvais, c'est juste que l'argent te donne plus de possibilités et du coup il révèle un peu qui tu es et bah maintenant tu as une responsabilité de comment est-ce que tu l'utilises, tu vois. Et aussi, il faut savoir que la finance, ben, c'est aussi une forme de pouvoir. Voilà. Et aujourd'hui, dans le monde, les personnes qui influencent un peu le monde et qui font un peu ce qu'ils veulent, bah, c'est des personnes qui ont de l'argent. Donc c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, dans la société, l'argent, il a un pouvoir. Et même, par exemple, au temps du prophète sallam, comme on prend beaucoup cette époque en référence, bah, il y a des compagnons qui sont promis au paradis et qui étaient super riches. Tu vois. Il y en a d'autres promis au paradis qui étaient pauvres aussi. Mais voilà. Et donc, toutes les guerres aussi contre les polythéistes, bah, il a fallu les financer. Il a fallu les financer, donc il a fallu avoir de l'argent. Moi, j'aime bien donner l'exemple de, une fois en période de sécheresse, donc, alors, c'était en Arabie, je sais plus s'ils étaient à Médine, il me semble que c'était à Médine. Et donc, c'était en période de sécheresse, et il y avait un juif qui avait un puits, et ce puits-là, à chaque fois que les musulmans, enfin, les gens venaient puiser de l'eau, eh bien, il leur faisait payer. Et à un moment donné, il me semble que c'est Othman, le compagnon du prophète sallam, il a fait une proposition à ce juif, il a dit voilà, je vais t'acheter le puits. Le juif, il a dit non, 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 tu me l'achètes pas. Et du coup, Othman, il a dit bah, comment est-ce qu'on peut s'arranger? Il lui a dit voilà, moi je te vends la moitié du puits. Enfin non, c'est Othman, il lui a dit je t'achète la moitié du puits. Je lui ai dit ok. Il lui a vendu la moitié du puits. Et donc, il a dit voilà, on va faire un jour sur deux, en fait. Et donc,
Le jour où c'est Othman qui avait le puits, il a dit, moi, l'eau est gratuite pour tous ceux qui veulent venir se servir. Et donc, tout le monde venait le jour où le puits appartenait à Othman, et il ne venait plus le jour où il appartenait aux Juifs. Personne ne venait. Et donc, le Juif, il vient, il demande à Othman, il lui dit, voilà, personne ne vient, c'est pas rentable pour moi, achète-moi la deuxième moitié. Othman lui dit, oui, tout à fait. Mais par contre, je te l'achète pas au prix auquel je t'ai acheté la première moitié. Je dis, mais pourquoi? Il dit, ouais, mais parce que il n'a plus la même valeur, en fait. Ta moitié du puits n'a plus la même valeur. Et donc, il lui a racheté, donc là, il a négocié, et il lui a racheté à un prix qui est plus bas. Donc, tout ça pour dire que pour aider les gens, justement, dans cette période, en tout cas, de sécheresse, eh bien, ici, l'argent, il a amené une bénédiction. Il a amené un bienfait. Donc, c'est utile. Le truc qui est mauvais, c'est de courir derrière l'argent et de le voir comme une finalité et de voir que ça. Et de commencer à en vouloir à Dieu, de pleurer, ainsi de suite, si jamais, eh bien, il nous a pas octroyé la richesse que nous, on attendait. Donc ça, c'est un danger. Il faut se satisfaire de ce qu'on a, mais pas se contenter. Donc se satisfaire pour être bien, pour avoir de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas s'en contenter pour pouvoir continuer, en tout cas, à grandir. Et voilà. Et la dernière chose que je veux dire, quand on demande en fait de faire fils sabilillah, toujours d'offrir, il y a un concept. Moi et Zaki dans le collectif, il aimait bien, il disait une punchline, il dit voilà, faut pas confondre fils sabilillah et free sabilillah. Il disait donc free sabilillah, c'est quand on vient et on te dit voilà frérot, tu le fais pour Dieu, fais-moi gratos. Aide la communauté, donne-moi un coup de pouce, donne-moi quelque chose, tu vois, fais-moi une ristourne, ainsi de suite. C'est quand tu fais du free sabilillah, en fait, ce que tu fais, c'est que tu viens aussi manger un peu de la substance des frères, enfin des frères et sœurs de la communauté, puisque on va, en tout cas, on ne veut pas leur donner notre argent pour les payer à leur prix, au juste prix, et ça, ça leur fait perdre aussi du temps, ça fait perdre de l'argent, et en fait, chacun à la fin de la journée a besoin de manger, chacun a besoin de subsister et d'avoir de la subsistance pour sa famille. Et alors que le fils sabilillah, justement, c'est le fait d'avoir l'intention de le faire pour Dieu, mais quand même d'avoir un salaire pour le travail que l'on réalise. Parce que c'est un travail. Et si justement tout le monde faisait cette différence-là, eh bien, nous, dans notre communauté, enfin, en tout cas en tant que musulmans, entre nous, justement dans le collectif, on pourra avoir un collectif qui est fort et puissant, puisque on s'entraide et on se paye, l'argent circule, on crée de la valeur, ainsi de suite. Bon, par exemple, les Turcs, eux, ils s'entraident. Voilà, ils s'entraident quand quelqu'un de leur communauté ouvre un restaurant, par exemple, ou ouvre un commerce, ils vont venir acheter chez lui. Peut-être ils vont acheter plus que ce qu'ils ont besoin et ensuite faire des dons. Ils vont venir, ils vont parler, donc ils vont lui donner un coup de pouce en fait. Ils vont l'aider. Ils vont pas lui donner du poids en plus à porter. Les Chinois, par exemple, aujourd'hui, dans leur économie, ils sont super, enfin, ils se développent très vite. On n'en parle pas en Europe. Mais eux, ils sont nationalistes. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils essayent de travailler que entre eux. Et surtout, quand ils achètent un produit, ils cherchent toujours une marque chinoise. Pour que l'argent un peu reste chez eux, circule. Ils privilégient en fait leur communauté. Tu as eu deux questions Ouais, qui voilà. viennent d'arriver au cas où, Ouais. si on a encore le temps. Salam alaikum. Question peut-être à part, vu l'instabilité économique et politique, l'or qui flambe et la valeur de la monnaie qui s'effondre. Où mettre l'argent hors des banques le temps de monter le projet économiquement? Est-il intéressant d'acheter de l'or pour garder la valeur de ta monnaie? Barakallahu fik. Alors, ça c'est. Alors, ce que je pourrais dire, c'est question. Est-ce que l'idée c'est de sortir l'argent et ensuite de le réinvestir dans un projet? En gros, est-ce que c'est un capital comment il va perdre de la valeur, on veut le mettre quelque part. Et après, dans notre projet, on veut, récupérer ce capital. Par exemple, si on le met dans de l'or, après, on revend l'or pour pouvoir investir ce capital dans le projet. Ou pas. Bon. Et du coup, moi, je vais le prendre comme ça. Moi, je l'ai compris comme je veux lancer un projet et, euh, et j'ai de l'argent de côté qui perd sa valeur et je veux pas le laisser stagner. Le temps que je puisse travailler sur mon projet et le rendre viable. Donc, si c'est ce cas-là, moi, je dirais, cet argent-là, ce qui est bien, c'est, alors, il y a deux choses.
soit on veut l'investir, enfin, soit on veut mettre ce capital de côté dans quelque chose de sûr, quelque chose qui va pas lui faire perdre de la valeur avec le temps. Donc dans ce cas-là, oui, l'or c'est bien. Euh, Après, on peut aussi ce capital-là le mettre dans, bah, ça peut être un investissement. On peut l'investir, donc que ce soit dans des actions. Euh, alors je sais il y a des entrepreneurs musulmans qui justement travaillent sur l'investissement dans les actions Sharia compliant. Donc en gros c'est dans les entreprises qui sont, on va dire qui sont, bah, si on fait un raccourci, qui sont halal, tu vois, dans leurs activités. Voilà, il y a plusieurs règles à respecter et pour qu'on ait aussi un retour sur investissement du coup qui soit propre. Je pourrais t'envoyer une ou deux références de personnes à suivre. Et donc, cet argent, il peut être investi aussi dans l'immobilier. Donc, acheter un appartement, par exemple. Il peut être investi dans des actions. Il peut être investi dans du physique, comme de l'or. Normalement, ça prend pas de valeur, ça perd pas de valeur. Après, il faut savoir que chaque investissement comporte un peu de risque. Il y a toujours un risque de perdre ce qu'on a. Et ensuite, dans le deuxième cas, où c'est un capital qui, cette personne-là, elle veut sortir ce capital pour le réinvestir plus tard dans le projet qu'elle est en train d'essayer de développer. Dans ce cas-là, moi, je le laisserai plutôt à la banque, même si voilà, il perd un peu en valeur, mais au moins, je l'économise et je vais pouvoir hop, le réinjecter dans mon projet au moment où où ce sera opportun. Voilà. Alors, tu as un mot qui est intéressant. Voici notre jeunesse. C'est une sœur, machin. Elle doit réunir, elle se réveille, une prise de conscience par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Créer des solutions innovantes pour toute humanité qui se repose sur nos valeurs et convictions. Barakallahu fik Daoud. On remercie la sœur de ce message. Ah, merci. Tu as un partage, comme ça en même temps, vu on est connecté, ça peut être intéressant. Comme ça, même peut-être, comme on dit, c'est mutuel. D'une vidéo d'un Morad Yarsen, entrepreneur en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si tu as entendu. Muslimmaker.com. Ah, je crois que j'avais vu un jour ça. Non, mais je connais pas. Je remercie la personne. Bah écoute, Bah, moi merci en tout cas je pour la te référence, dis je vais regarder. qu'Allah te récompense, qu'Allah raffermit nos cœurs et n'aide nos frères en Palestine à Gaza. Merci encore à toi. Qu'Allah te comble de ses bienfaits qui nous permet d'être dans une bonne adoration, de cheminer toujours dans la droiture, dans le bon comportement. Si tu veux terminer avec plaisir. Bah écoute, non, merci pour votre attention. Je vous remercie tous. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que j'y pense maintenant. J'aurais pu préparer une formule ou deux de fin, tu vois. Je sais pas pensé du tout. Mais voilà, mais en tout cas, quand ce moment-là vous permettre de, de mener à bien vos projets, si vous en avez, et de pouvoir, voilà, gagner en indépendance et en liberté. Et c'est vrai que, bon, c'est un autre sujet, mais à travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous encourage beaucoup à faire du commerce. Et d'un côté, ça permet aux croyants d'avoir une indépendance, de pouvoir pratiquer sa religion comme il veut, sans avoir beaucoup de contraintes. Ça permet aussi de travailler tawakkul. Et c'est vrai qu'à travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi que par exemple, dans ses nombreux bienfaits, les bateaux qui naviguent sur l'eau, c'est lui comment dire, qui a fait que les courants amènent les bateaux et que les bateaux puissent flotter sur l'eau. Et on voit que 80% des marchandises qui transitent à travers le monde, c'est par bateau aujourd'hui. Donc voilà, c'est du commerce et ouais, plein d'autres trucs, mais Belle je phrase m'arrête là. de fin. Belle phrase de fin. Merci à toi. Avec plaisir. En tout cas, passez une bonne semaine et si jamais vous avez des questions, vous voulez qu'on échange, comme le frère, j'ai oublié son nom, Soul Spirit, après vous pouvez demander à Mehdi et on pourra échanger avec plaisir. Je peux vous aider, que ce soit à travers des connaissances ou des conseils. Voilà. Pas que